17h-19h, Christine Bouillot. Allez hop, c'est parti pour les vraies voix des JO sur Sud Radio. Ce soir, l'avant-dernière, les JO de Paris, comme vous les avez vécus jusqu'ici, comme nulle part ailleurs, avec toujours nos vraies voix exceptionnelles. Chaque soir, les membres du collectif des championnes et champions français, je vais vous présenter le plateau dans une poignée de secondes. Plateau exceptionnel encore ce soir. Il y a du lourd, comme on dit. Au programme, tout à l'heure, à 17h30, on parlera de cette petite phrase. J'ai 2-3 mots à dire à Emmanuel Macron. C'est ainsi que s'exprime l'athlète français de demi-fond Hugo Hey, qui ne cache pas ses opinions et sa volonté d'intervenir dans le débat politique. Alors, petite question, les sportifs sont-ils des citoyens comme les autres? Doivent-ils donner leur avis sur la politique? Est-ce que cela vous choque ou pas? Eh bien, vous nous le dites et on en débat également avec nos vraies voix des JO dans un instant. Comme le dit le père Thierry Henry, vous savez, le coach de l'équipe de France de football, l'équipe de France olympique, est-ce qu'il suffit de visualiser la médaille d'or pour l'atteindre? Avec nos vraies voix des JO, les membres de ce collectif de championnes et champions français, eh bien, nous tenterons de comprendre cette mécanique de précision qu'est un athlète de haut niveau, des années d'entraînement pour une simple médaille, cette pyramide de travail, de doutes, de blessures, d'échecs, le goût de l'effort et de la douleur. Alors, comment être là le jour J à l'heure H? Eh bien, c'est un retour d'expérience unique auquel vous allez avoir droit tout à l'heure à partir de 18h30, 18h40. Nous aurons également dans un instant le tout nouveau médaillé d'argent de boxe, Sofiane Oumia, qui a échoué d'un cheveu hier soir, a décroché cette médaille d'or. Il doit passer nous voir, en tous les cas, nous passer un petit coup de fil dans un instant. Nos vraies voix du soir, et on va les saluer comme il se doit. À ma gauche, sur le ring, côté bleu, Pascal Eouzan. Bonsoir Pascal. Bonsoir Christine. Alors, président du collectif des championnes et champions français, quadruple champion du monde de tumbling. Également avec nous, le champion olympique de descente au JO de Nagano. C'est Jean-Luc Crétier. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Christine, bonsoir tout le monde. Comment ça va? Ah, ça va très bien. Chaudement. Chaudement, je crois que pour tout le monde, c'est effectivement la même chose. Également avec nous ce soir, et on est ravis de la recevoir, Muriel Hermine. Bonsoir Muriel. Bonsoir à tous. Star de la natation synchronisée. Je ne savais plus comment vous présenter, chère Muriel. La première dame de la natation synchronisée, la première à faire parler de ce sport, avec brio. Avec brio, qui a ouvert des voies pour des générations de nageuses synchronisées. On dit plus nage synchronisée d'ailleurs, hein, on dit nage artistique. Natation artistique. Absolument. Maintenant. On parlera du tournoi, enfin dans tous les cas de la compétition qui a eu lieu. Et puis Daniel Sangouma qui va nous rejoindre dans un instant, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Séoul. On parle athlétisme évidemment. Toujours là avec un œil sur les résultats, les compétitions. Il rate rien. C'est Antoine Mazère. Bonsoir Christine. Vous êtes le mitraillette qui lit des résultats. Ça se passe pas tout à fait comme elles veulent, les Françaises. Hein. Je suis pas bien là, je vous le dis tout de suite. On suit bien sûr en fil rouge la demi-finale qui oppose la France à la Suède. C'est la mi-temps. Actuellement, la France est menée 12-10, mais on peut suivre également. Il y a pas mal de compétitions qui se passent en ce moment. Il y a le cyclisme sur piste. Benjamin Thomas sur l'Opium, dernière épreuve à 19h27. Mathilde Gros, un gros chance de médaille sur le Keirin, finale prévue. C'est autour de 19h. La voile également avec Lauriane Nolo qui est en finale du kite foil. Et on attendra bien sûr dans une demi-heure la demi-finale entre la France et l'Allemagne du côté de Bercy. Les coéquipiers de Victor Wembanyama sont attendus au tournant face aux champions du monde allemand. Ah, Pascal. Ouais, je veux rendre un petit hommage à mon copain Jean-Luc parce que je suis absolument fan de la descente. Il faut savoir qu'on a un point commun, c'est qu'on prend des risques quand on fait notre pratique. Et il faut quand même savoir, parce qu'il est très timide et très discret. Mais la descente, c'est l'épreuve reine des Jeux Olympiques d'hiver. C'est le Usain Bolt de. Je pense qu'ils ont un cerveau différent. Pour la petite histoire, j'ai appris à skier avec le papa d'un certain Antoine Deneria. Et un jour, j'ai pu assister à un entraînement de son fils. Je sais pas comment on fait pour s'élancer sur les pistes, même quand on aime ça. Le vertige jamais, Jean-Luc Crétier, en fait, chez les descendeurs. Écoutez, je pense que le plaisir passe au-dessus du risque qu'on prend. Et puis l'adrénaline est tellement puissante qu'on demande une chose, c'est de recommencer. Et on en parlera tout à l'heure. J'ai eu l'occasion, j'ai eu l'occasion de skier derrière Luc Alphand et devant Garlin Chichery. Donc l'un c'était le champion du monde de freeride et l'autre, bon, on le connaît tous. Ils ont une facilité à faire du ski. En fait, on a l'impression qu'ils sont tirés comme Patrice par un bateau. À chaque fois dans les virages, ils accélèrent quand nous on tremble. Ouais, c'est des sports à haut risque, hein, quand même, faut le souligner aussi. On a notre auditeur et on va tout de suite filer en Auvergne, retrouver Didier. Bonjour Didier.
Écoutez, bonjour à vous et bonsoir à toute l'équipe. Une équipe effectivement prestigieuse ce soir. Il y a du lourd, comme on dit dans notre jargon. Absolument. Ça vous procure quelle émotion, Didier, tiens, avec tous ces médaillés olympiques, Jean-Luc Crétier, Muriel Hermine, Daniel Sangoumin, Pascal, peut-être que vous l'avez vu. Pas médaillé olympique, malheureusement. Ah ben oui, parce qu'en plus ça correspond un peu à ma génération, donc c'est effectivement toujours agréable de les entendre et puis surtout se souvenir les moments qui nous ont fait vivre. Comme d'ailleurs on vit depuis une quinzaine maintenant, c'est exceptionnel. Ouais. Exceptionnel à plus d'un titre, mais c'est vraiment exceptionnel. Ouais, vous avez l'air d'être plutôt estomaqué parce que cette Olympiade nous a offert. Mais je crois comme des millions de Français, ou même et au-delà, il y a qu'à voir l'engouement dans les fan zones, l'engouement autour où se déroulent les épreuves, et puis je crois l'engouement des Français, et plus globalement, parce qu'on a été, pour quelques raisons, un peu comme tout le monde, j'avais écouté les craintes qui pouvaient s'exprimer, les inquiétudes légitimes, très légitimes, qui étaient soulevées dans toute la dernière phase de préparation de ces Jeux. Et puis là, vraiment, c'est même le temps qui est au rendez-vous, c'est exceptionnel. Exactement. Mais peut-être que le temps qui a été, la pluie qui a bonifié et rendu ce truc-là exceptionnel. Enfin, franchement, c'est une belle quinzaine. Une belle quinzaine. C'est pas fini, c'est jusqu'à dimanche. Hein. Attention, on n'est pas au bout du bout de nos surprises. Alors ça, c'est le nombre de médailles en plus remportées par les Français. Là, on atteint des sommets. Je crois qu'on est à 51 à ce moment. Attendez, je me tourne vers mon juge arbitre, Antoine Mazer, qui tout de suite va nous donner la réponse. Exactement, 51 médailles. 51 médailles. Et on en aura forcément plus ce soir. Et il y en aura plus ce soir. Déjà en boxe, une en boxe. Et on devrait être dans le top 5 des nations qui sont les plus médaillées. On est 4e pour l'instant. Et tout ça grâce à nos athlètes. Moi, j'ai pronostiqué 57 ou 58. Oui, j'ai les chiffres. Hein. J'ai le chiffre. Et puis, vous aviez un petit coup de canif, petit coup de gueule sur ce qui s'est passé. Alors, on va pas retourner le couteau dans la plaie pour moi qui adore le hand. C'est l'échec des Bleus hier en handball. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Didier? Ben oui, parce que cette équipe, elle nous a tellement fait rêver. Il y a quand même des stars là-dedans impressionnantes, incroyables. Et que dans une équipe pareille, à 6 secondes de la fin du match, il n'y ait pas mais une stratégie presque spontanée et naturelle, sans qu'elle soit travaillée 20 fois aux entraînements, de garder la balle. 6 secondes. Vous avez été handballeur, Didier? Ils avaient la médaille. Non, mais j'ai pratiqué longtemps des sports collectifs comme le rugby, le foot et un peu le hand. Ouais. C'est incroyable. Comme quoi, le sport reste le sport et tant que le sifflet final n'a pas retenti, tout est possible. Ouais. Tout est possible, la preuve. C'est incroyable qu'il n'ait pas le réflexe de se faire 3 passes, ça suffisait. 3 passes jusqu'au gardien, à leur gardien, ça suffisait. Enfin, surtout en plus les stars qui étaient sur le terrain. Enfin, c'est pas des nouveaux. Enfin, il y avait quelques joueurs d'une expérience incroyable, des joueurs qui nous ont montré pendant des années leur capacité. Enfin, c'est peut-être la fin d'un. Le sport reste le sport. Exactement. Alors moi je pense. Et puis peut-être le hand, une page doit se tourner. Ouais, puis on laisse la place aux autres et tout. La fille qui trouve des excuses de bidon. Alors moi je pensais comme vous pour la passe au gardien, mais il paraît que s'ils font ça, Christine, ils sont pas en prison, mais ils prennent une pénalité. Alors la règle, c'est que le gardien peut sortir. Il y a quand même 7 autres joueurs, donc. Non, tout le monde est fautif dans l'histoire. Tout le monde est fautif dans l'histoire. Tout le monde peut faire tourner la balle et c'est pas dit quand même qui fait l'erreur, mais c'est tous les autres qui se rendent pas disponibles. Mais pour la règle, la règle, excusez-moi, le placement des autres joueurs, tout le monde attendait. Exactement. C'est du moins de 11 ans. Ouais, Jean-Luc. Christine, si je peux me permettre, je pense que le dernier joueur, qui est, comme tu viens de le dire, personne sur les 6 autres ne s'est rendu disponible. Il a quand même une lourde charge. Hier, je l'ai écouté après le match, et il l'a pris vraiment pour lui, alors qu'il y est pour rien. Si les autres
C'était déplacé sur le terrain et ils auraient fait tourner la balle pendant 6 secondes, on aurait gagné. Alors pour la règle du gardien, je suis tout à fait d'accord Jean-Luc, c'est que le gardien a le droit de sortir de sa zone sans la balle en main, il devient joueur de champ et donc on peut lui faire la passe, il n'y a pas de faute. Donc le gardien aurait pu aussi sortir de sa zone, là vous faites la passe en arrière, vous jouez à la passe à 10 et les 6 secondes sont écoulées. Mais personne n'avait la lucidité, je pense que c'est ce qui a manqué à ce moment-là, de penser aux conséquences. C'était un scénario tellement improbable que personne n'a imaginé. Exactement. Didier, est-ce que on va un tout petit peu bouleverser notre organisation d'émission ce soir? Tout à l'heure, à l'heure du quiz, nous aurons Sofia Oumia qui a donc décroché la médaille d'argent en boxe hier soir. Et du coup, on a décidé d'avancer un tout petit peu d'ici une petite quinzaine de minutes notre quiz international préparé par Antoine Mazer. Donc, tenez-vous prêts et on choisira l'équipe avec qui vous voulez être. Très bien. D'accord. Pas de souci. Alors donc je vous rappelle, Jean-Luc Crétier, Muriel Hermine, Daniel Sangouma qui vient d'arriver. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Et Pascal Eouzan. Voilà, ça sera l'équipe studio, l'équipe pas studio. Donc ça sera à vous de choisir Didier dans un instant. Ok ? Oui, très bien. Allez, à tout de suite. Dans un instant, les 3 mots des JO. Et puis, surtout, on va retrouver tout de suite, parce que j'ai failli l'oublier, ce jeune homme qui se balade dans tous les sites olympiques. C'est Clément Harion qui a choisi The Place to Be à Paris ce soir, parce que, mon cher Clément, vous êtes au Club France. Exactement, je suis sur la partie extérieure face à cet écran géant du Club France sous un soleil de plomb et on va célébrer 2 champions dans quelques instants. Christine Jamilia Boudou, médaille de bronze en boxe hier, et Sofia Oumia qui va arriver sur la scène dans 2-3 minutes il me semble. Cet écran géant magnifique, on est tous devant le handball ici évidemment, ça chante, ça supporte nos bleus. C'est comme si on était à Pierre-Mauroy pour le handball. Ce Club France victime de son succès, il n'y avait déjà plus de place à 15h30 pour vous donner une idée devant l'écran géant donc où on célèbre les médailles de nos champions français. Vous avez dû voir déjà quelques images et on a vu tout à l'heure Cyrian Ravet, médaillé de bronze hier soir en taekwondo, moins 58 kilos. Il a eu le droit à sa haie d'honneur, tout sourire le jeune lyonnais. Et puis il y avait aussi une animation canicross aussi de prévu, mais les chiens ont un petit peu chaud Christine, donc finalement ça a été annulé. Voilà, on va suivre évidemment la deuxième mi-temps. C'est une discipline olympique, canicross. Pourquoi pas. On va suivre évidemment la deuxième mi-temps du hand. Derrière, on va enchaîner avec le basket. Il y aura Louise Marayal en finale du 400 mètres haies, la finale de Bilal Benami aussi en boxe. Gros programme ici au Club France et toujours une ambiance très bonne enfant. Et c'est plein en tout cas le Club France ce soir. Carton bleu pour Clément, c'est Louise Maraval et non pas Louise Mariaval qui sera en finale du 400. Maraval, pardon. Petit carton bleu quand même. Ouais, non, c'est le canicross qui l'a perturbé, la chaleur surtout. Il loupe rien l'arbitre là, Antoine. Clément, vous restez bien sûr avec nous et on suivra l'ambiance tout au long de l'émission. Club France, ça fait partie effectivement des lieux phares et qui ont aussi participé, on peut dire ce qu'on en veut, à la réussite de la fête populaire qui était la nôtre. Dans un instant, vos 3 mots des JO, mon cher Antoine, sont ce soir cérémonie, place et bob. Cérémonie, place et bob. D'accord, ok, j'avais bien entendu. Allez, on se retrouve pour savoir pourquoi dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h, 19h, Christine Bouillot. Et toujours en compagnie avec nos vraies voix des JO ce soir, Jean-Luc Crétier, champion olympique de descente, Muriel Hermine, star de la natation artistique, maintenant il faut dire, Daniel Sangouma, médaillé de bronze aux Jeux également, et Pascal Eouzan, président du collectif des championnes et des champions, et quadruple champion du monde de tumbling. Alors dans un instant, il va y avoir notre quiz, mais on n'a pas entendu Muriel et Jean-Luc aussi, parce que ça fait un petit moment que on vous avait eu dans cette émission dans les vraies voix, vous les vraies voix des JO, petit retour en arrière on va dire de la quinzaine qu'on vient de vivre. On est quasiment à la fin, même si c'est pas terminé. Jean-Luc, qu'est-ce que vous ressentez de ce qu'on a vécu tous? Très honnêtement, un peu à l'image de ce que vient de dire le monsieur, c'est des très beaux Jeux Olympiques. En tout cas, c'est des Jeux Olympiques qui ont été sportivement parlant à la hauteur de ce qu'on attend, c'est-à-dire honnête jusqu'à présent. Ils ont eu une valeur qui est vraiment très forte puisqu'ils déroulent à la maison. Et ça, je pense que c'est un plus indéniable pour les Français. Et puis le décor avec le beau temps tous les jours, hormis la cérémonie d'ouverture, c'est quand même quelque chose de magique. Le décor qui est planté, on a quand même une belle capitale. C'est dommage qu'à l'extérieur de la capitale, on n'ait pas le même ressenti, mais bon, on va dire télévisuellement parlant, ça donne vraiment des images extraordinaires.
Et Muriel, vous, comment vous les percevez de là où vous êtes ? Je suis donc assez loin de Paris. Pour moi, ces Jeux sont sportivement, effectivement, je te rejoins, assez exceptionnels. Je trouve que les sportifs donnent un sentiment à la fois de force et d'humilité et de sensibilité. Qui sublime l'effort physique. En plus, on a de très belles médailles, donc je pense que c'est une magnifique année pour le sport français. Moi, je n'ai absolument pas du tout adhéré à la cérémonie d'ouverture pour tout ce qui a déjà été dit, donc je reviendrai pas dessus. Mais on est de très 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 nombreux sportifs à ne surtout pas cautionner tout ce qui a pu être mis dans cette cérémonie d'ouverture. Maintenant qu'on est rentré vraiment dans les épreuves où les athlètes donnent le meilleur d'eux, ils ont préparé pendant 4 ans ces Jeux. On sent toute la fébrilité de la jeunesse, de la performance, de la beauté du sport à travers les épreuves qu'on voit chaque jour. Et c'est juste sublime. Bon, de toute façon, on va revenir aussi sur les athlètes en eux-mêmes, tout à l'heure avec notre débat, mais on est avec vous, mon cher Antoine Mazer, pour parler des 3 mots des JO que vous nous avez trouvés dans l'actualité, on va dire presque insolite, mais ça en dit long aussi certaines fois. Oui, on a parlé de la cérémonie d'ouverture, maintenant on va parler un petit peu de la cérémonie de clôture, parce que c'est vrai qu'à l'approche de cette cérémonie de clôture, et Thierry Reboul, le directeur exécutif de Paris 2024, a dit si tout se passe bien, on va s'éclater, alors qu'ils sont en pleine répétition du final des Jeux du côté du Stade de France. Il y aura une grosse séquence de plus de 15 minutes entièrement concoctée par Los Angeles pour la passation. Vous savez, c'est obligatoire, Los Angeles qui accueillera les prochains Jeux Olympiques en 2028. Ils vont récupérer le Stade de France entièrement dans la nuit de samedi à dimanche. Ce sera une course contre la montre, promet Thierry Reboul, pour monter une scène en 12 heures, alors qu'en temps normal, il faudrait 10 jours pour monter une scène comme ça. Thierry Reboul promet également un chouette moment et veut garder l'idée d'avoir été capable, dans un moment difficile, d'être tous unis. Votre deuxième mot, parce que je l'ai oublié déjà. C'est le mot place, parce que place. C'est vrai que on va parler de handball. Plus de 1200 places disponibles à la revente pour la finale de handball masculine. Je ne m'en remets pas. Après la défaite des Bleus hier, les supporters des Bleus n'ont pas tardé à revendre leurs billets qu'ils avaient achetés pour la finale. Bon, pour rappel, la finale aura lieu dimanche à 13h30 au stade Pierre-Mauroy de Lille et affiché complet depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et de nombreuses places sont proposées à moins de 100 € et trouvent rapidement preneur. Si vous voulez aller voir la finale de vente, malheureusement, sans l'équipe de France. Et votre dernier mot, parce que celui-là j'avais retenu, c'est Bob. Et oui, le Bob des JO de Décathlon, jusqu'à 500 € sur les plateformes de revente comme Vinted. Ces Bob des volontaires, c'est pour les volontaires des Jeux Olympiques 2024, se vendent à des prix d'or. Les objets fournis gratuitement aux bénévoles des Jeux Olympiques de Paris 2024 se vendent à des prix forts. Un engouement porté par la performance des sportifs en équipe de France, mais aussi par les choix de Décathlon, la marque française qui les a créés en collaboration avec le comité d'organisation. Par exemple, la banane qui a été donnée aux bénévoles jusqu'à 310 €, le t-shirt jusqu'à 110 € et les chaussettes entre 20 et 100 €, les 2 paires. C'est assez monstrueux. Une petite anecdote de nos confrères de TF1 à Grenoble, un vendeur exige 105 € un t-shirt volontaire. 13 heures après la mise en ligne, 5 personnes ont signalé leur intérêt pour l'annonce. Était interrogée également par Le Parisien, la directrice de la marque de Décathlon explique que l'engouement est tel que certains se les font voler et qu'elle reçoit des témoignages jusqu'à dans sa boîte mail et LinkedIn aussi. D'accord. Et en sachant qu'ils ont signé un contrat, les volontaires, normalement pendant un mois, ils n'ont pas, jusqu'à la fin des Jeux paralympiques, ils ne devaient s'engager, pas les vendre. Et ils ne doivent pas les porter en dehors de leur. En même temps, ils sont volontaires, donc peut-être qu'il faut renflouer leur logement. Vous imaginez celui qui a fait signer et dédicacer sa tenue par Léon Marchand, là? Oui. Moi perso, je la garde. Je la garde. Le budget. Moi perso, je garde l'objet collector. Mes chers Vrais-Voix, nous allons retrouver Didier parce qu'on leur tourne et nous avons donc un petit quiz à réaliser tous ensemble. Et donc Didier depuis l'Auvergne qui nous écoute et qui est avec nos Vrais-Voix des JO ce soir. Didier, alors entre choisir 2 personnes. Vous pouvez choisir 2 Vrais-Voix. Vous avez cet honneur-là, Didier. Soit Jean-Luc Chrétien. Je crois que j'avais Muriel. C'est ça dans les choix possibles? Oui, alors il y a Muriel, il y a Jean-Luc, il y a Daniel et il y a Pascal. En sachant, Didier, que ceux qui ne sont pas sur le plateau, ils ont un peu de temps de latence en réponse. Alors, vous avez choisi Muriel. C'est-à-dire, il faut un plan B, c'est ça? Alors déjà, votre équipe, il y a Muriel et vous avez droit pas à un remplaçant mais un autre titulaire. Eh ben Jean-Luc, très bien. Eh ben Jean-Luc,
Muriel, Didier, vous êtes face à Daniel et Pascal. Et je vous rappelle les règles. On rappelle les règles. Très importantes pour pouvoir... Couper les micros sur le plateau. Non, je vais poser les questions. Il faut absolument donner son prénom. Pas la réponse, mais son prénom avant de répondre à la question. On vous donnera la parole pour éviter que tout le monde donne la réponse au même moment et qu'on sache qui a parlé. On donne bien son prénom et une fois que son prénom est donné, vous donnez la réponse. Si la réponse est bonne, ça fait un point. Si la réponse est mauvaise, c'est la balle à l'autre équipe. On vous donnera bien sûr la parole. Vous avez 5 secondes pour répondre et jusqu'à temps de trouver la bonne réponse. Il faut 3 bonnes réponses pour gagner ce quiz. Est-ce que tout le monde est prêt? Prêt. Vous êtes prêts? À vos marques. Ouais. Allez, c'est parti. Première question. Allez, on donne bien son prénom avant de répondre. Derrière la France, quelles sont les nationalités qui ont acheté le plus de billets? Ils sont 2 pays ex-aequo qui ont acheté le plus de billets pour ces Jeux Olympiques. Pascal. Derrière la France. Pascal. États-Unis, Chine. Non. Non, c'est 2 pays. Mais il y en a un qui est bon. Jean-Luc. Jean-Luc, Hollande, États-Unis. Non, les États-Unis, c'est une bonne réponse, Daniel. Mais il y a un deuxième pays. Daniel. États-Unis, Angleterre. C'est une bonne réponse. Bravo. Wow. 1-0 pour la team. Oui, les champions qui perdent, qui détestent perdre. Toujours pareil. Attention, ça va être très question. Vite. Dans quelle discipline peut-on retrouver la Française actuellement bien placée pour une médaille, Céline Boutier? Daniel. Golf. C'est une bonne réponse. Ça va très très vite pour le sprinter Daniel Sangouma. Ouais. Et pourtant, normalement, Jean-Luc, il est performant en vitesse. 0. Attention, là aussi, ça va être très vite. Elle était en tête hier, c'est ce qui m'a mis dedans. Elle était en tête au premier jour. 3e question. Contre qui jouera la France en finale de football demain soir? Contre quelle équipe? Daniel. Faut répondre. 2, 3, 1, 4. Balle à l'autre équipe. Vous avez la main. Vous avez Didier, contre qui joue l'équipe de France de football demain en finale des Jeux? Muriel aussi. Espagne? Oui, c'est une bonne réponse. France-Espagne à 18h demain. L'équipe entraînée par Thierry Henry. Attention peut-être à la remontada. Attention à la remontada. Ça va aller très très vite. On en a parlé tout à l'heure avec Clément Arion. On va voir si vous avez suivi, écouté l'antenne. Dans quelle discipline le Français Cyrian Ravet a été médaillé de bronze grâce au forfait de son adversaire? Daniel. Taekwondo. C'est une bonne réponse. Oh, mais t'es impressionnant, Daniel. Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis chaud là. Victoire de Daniel Sangouma et Pascal Eouzan. On peut peut-être faire la dernière question. Il m'en reste une. Qui compte double si vous voulez. Allez. Cette fois-ci, c'est une citation. Qui a dit, enfin pas qui a dit, mais on aurait pu la boire. Elle était claire. De quoi parlait la bitéroise Océane Cassignol? Je sais. Pas la Seine. Daniel. L'eau de Paris. C'est quoi l'eau de Paris? L'eau du robinet. Non, c'est une mauvaise réponse. Jean-Luc. L'eau de la Seine. Oui, c'est une bonne réponse. Alors, c'était une question qui compte double. Aucun goût, on aurait pu la boire. Je l'ai bu d'ailleurs plusieurs fois. On voyait à peu près dans l'eau. Je l'ai déjà fait dans les eaux du Japon. On ne voyait même pas son épaule. Elle était très bonne. Et on peut faire une question contre triple. La nageuse. Donc, c'est un match nul, Didier. Bravo, Didier. C'est très bien. Belle performance. Merci aux excellentes réponses. Et demain, je vous annonce un quiz spécial. Non, merci à toi, Didier. Pas un quiz spécial JO, demain un quiz spécial breakdance. Oh punaise, je suis pas là moi. Ouais, c'est oui, pour ça. On l'a ça. fait exprès. Un quiz spécial breakdance, commencez à réviser. Voilà, c'est ça. Bon, Didier, on vous souhaite de passer un bel été et surtout de profiter encore de ces exploits des sportifs en tout genre du côté de l'Auvergne. Jusqu'à Tahiti. Et oui, jusqu'à Tahiti. Il ne faut pas oublier la médaille de Tahiti non plus. Mais non, deux médailles, garçon-fille. La Réunion. Oui, tout à fait, deux médailles, absolument. On va se régaler. Il y a les Jeux paralympiques aussi qui arrivent. On vous embrasse, Didier. Merci beaucoup d'être fidèle à Sud Radio. Merci à vous et puis à bientôt peut-être. À bientôt. Merci Didier. Dans un instant sur Sud Radio, les vraies voix des JO continuent. On se retrouve avec nos vraies voix. Ce soir, on va parler des prises de parole des athlètes. Est-ce que c'est quelque chose qui rentre aujourd'hui dans l'ordre des choses ou c'est quelque chose qui vous choque ou pas? En tous les cas, on en sera avec Jean-Luc Crétier, Muriel Hermine, Daniel Sangouma, Pascal Eouzan et Antoine Mazère pour évoquer donc les propos qui ont été tenus par cet athlète français et qui font couler beaucoup d'encre, en tous les cas, qui font réagir. Allez, à tout de suite sur Sud Radio. On se retrouve pour les vraies voix des JO.
Sud Radio. Sud Radio, parlons. Sud Radio, 17h, 19h, Christine Bouillot. Les vraies voix des JO ce soir avec nos vraies voix exceptionnelles, les JO membres du collectif des championnes et des champions français. Autour de cette table, ce soir, nous avons l'honneur d'avoir Jean-Luc Crétier, champion olympique de descente, Muriel Hermine, star de la natation artistique, championne d'Europe de natation synchronisée, Daniel Sangouma, médaillé de bronze au JO de Séoul, Pascal Héouzan, président du collectif des championnes et des champions français, quadruple champion du monde de tumbling quand même, Antoine Mazer. On va faire un petit point médaille, un petit point. Nouvelle médaille. Super. Une nouvelle médaille pour l'équipe de France. C'est pour Lauriane Nolo en kitesurf qui se console avec la médaille d'argent, mais c'est une très belle médaille. Même si elle visait l'or, c'est une petite déception pour elle, mais au détriment de la Britannique Eleanor Aldridge qui prend elle l'or. La Française se console avec l'argent. Elle peut regretter sa petite chute quand même lors de la dernière course où elle a terminé à la 4e place, mais quand même ça serait une très belle médaille d'argent, donc la 52e médaille pour l'équipe de France en attendant ce soir avec notamment en boxe et peut-être avec le handball aussi, parce qu'on suit ce match de l'équipe de France qui défie les Suédoises, et pour l'instant l'équipe de France qui est toujours derrière au score 17 à 15, 41e minute de jeu et il reste un petit peu moins de 20 minutes à jouer et les Françaises qui sont toujours derrière ces Suédoises. On suit bien sûr ce match là et les coéquipières de Tamara Horacek qui espéraient malheureusement un nouveau but, plus 3 pour l'instant pour la Suède. C'est compliqué pour l'équipe de France. Oui, c'est compliqué effectivement, et surtout elles sont pas habituées à devoir courir après le score, donc on va voir qu'est-ce que va être la réaction dans le dernier quart d'heure. Voilà, c'est étonnant. On s'attendait pas à ça pour les handballeuses françaises qui ont raté beaucoup de tirs au début de la première mi-temps, beaucoup d'immanquables. Sans doute le doute s'est installé dans les têtes des unes et des autres. Affaire à suivre. Alors, mes chers vraies voix, on va ouvrir le débat avec la déclaration de l'athlète, le coureur de demi-fond, Hugo Hay, qui a dit: j'ai 2-3 mots à dire à Emmanuel Macron, le coureur français de demi-fond qui ne cache pas ses opinions et sa volonté surtout d'intervenir dans le débat politique. Et il a surtout recadré Emmanuel Macron en lui disant: ce ne sont pas ces jeux, ce sont les jeux des athlètes. Donc ces prises de position très tranchées qu'il a données dans la presse, est-ce que c'est quelque chose qui vous étonne? Est-ce que c'est un peu nouveau, et est-ce que ça fait aussi partie, on va dire, de la personnalité? Finalement, un athlète est un sportif, surtout un citoyen comme les autres. Alors je commence mon tour de table avec, à ma gauche, Pascal Héouzan. T'es sûr? Ouais. Bon, d'accord. Déjà, moi, ce que je voudrais dire, c'est que nous aussi, on a 2-3 mots à lui dire à Monsieur Macron sur nos sujets, les sujets qu'on défend avec le collectif. Après, pour ça, des sportifs qui ont fait de la politique, il y en a eu plusieurs. Calma, Guidru, Bambuc, David, Douillet, Roxana Maracineanu, Laura Flessel, etc. Donc, c'est quand même assez commun. Je dirais, il n'y a rien d'extraordinaire. Alors après, on le fait quand? Est-ce qu'on le fait pendant la carrière ou après? Alors nous, on est bien placés pour le dire, parce que comme maintenant on est des vieux, des anciens, finalement notre parole elle est un peu moins écoutée, à moins qu'on se rassemble à plus de 600. Mais des fois un champion qui est en pleine activité, comme Teddy Riner, comme Léon Marchand, si demain ils se mettent tous à parler en soulevant des problèmes politiques, moi j'y vois pas trop d'inconvénients, dans la mesure où ça les gêne pas dans leur carrière, parce que il faut aussi d'abord faire des résultats, c'est ça la priorité, c'est d'abord de faire ces Jeux Olympiques, et puis après, une fois qu'on a le palmarès, on peut peut-être soulever ou défendre des causes aussi, pas que de la politique, mais des associations, etc., etc. Ouais, c'est de ce côté-là que ça se joue. Jean-Luc Crétier, déjà quand il dit aussi les Jeux, dans la même interview, cet athlète dit ce sont les Jeux des athlètes et pas ceux d'Emmanuel Macron. Il y a beaucoup d'athlètes qui, même s'ils ne le déclarent pas de manière formelle, rejoignent cet avis-là. Oui, en fait, on va dire les gouvernants, c'est ceux qui donnent la ligne de conduite et ceux qui donnent les lignes budgétaires pour que les athlètes puissent s'exprimer. Après, on entend beaucoup de choses, surtout sur les réseaux. Moi, je pense que il a un peu raison quelque part, parce que il faut quand même arrêter. On voit à la télé que des hommes politiques quasiment de partout, alors que c'est des jeux olympiques qui se déroulent en France, et certains sports qui n'ont, on va dire, que une visibilité tous les 4 ans, on les voit même pas cette année, parce que ils prennent la place de beaucoup d'autres. Et ce que je trouve surprenant, c'est que ça soit encore une fois
on tire la couverture. Ces hommes politiques tirent la couverture à eux. Vous vous souvenez, Christine, la première émission que nous avons fait ensemble? Oui. On a, juste avant le démarrage des Jeux, il me semble que nos dirigeants avaient mis un peu la zizanie en France. Et je me souviens très bien d'une phrase qui était sortie en disant que si ça avait été des sportifs à la tête du pays, ça aurait été beaucoup plus calme et les sportifs auraient pu s'exprimer et en tout cas se préparer correctement pour préparer les Jeux. Il y a eu un message de Gilles Simon à un moment donné qui a répondu justement sur ces polémiques-là. Enfin, tous les c'est pas des polémiques, mais en disant devant le succès des Jeux et la réussite de nos athlètes, a dit le sport rassemble, le politique divise. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Mais finalement, on s'aperçoit que c'est un moment, une parenthèse dorée, hein, ces JO. Donc finalement, l'athlète a aussi le droit de revendiquer sa liberté d'expression, Muriel Hermine. Oui, bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Mais moi, je dirais deux choses. Ce qui fait un athlète, c'est 70% l'athlète lui-même, son travail, ses années consacrées au sport, mais c'est aussi l'encadrement. C'est aussi les moyens qui lui sont donnés, les gens qui croient en lui. Donc, je dirais les moyens financiers et humains qui sont mis autour de lui pour lui permettre de performer. Je pense que à travers le discours d'Hugo, là, il s'agit d'un président dont les 3/4 des Français ne veulent plus. Et cet homme fait comme si tout allait bien, comme si la France roulait et que finalement il pouvait se présenter aussi glorieux que les champions, à venir les embrasser, les papouiller, etc. Alors qu'on sait tous que dès que les Jeux vont se terminer, tous les soucis vont revenir en pleine figure. Et je pense que c'est là la discorde, c'est là où il y a un dysfonctionnement. On aurait un président emblématique, je dirais, qui colle passionné avec les idéaux dont le sport se nourrit, que le sport porte, je dirais qu'il n'aurait même pas eu besoin de dire ce type de choses. Là, ça dysfonctionne et il a raison parce que notre président ne correspond pas aux valeurs que le sport véhicule. Pascal, vous vouliez rajouter Ouais, je trouve, bon, c'est vrai que beaucoup de gens disent oui, quand on fait du sport, on ne doit pas parler politique. Alors déjà, moi, je voudrais souligner une chose, c'est que pour parler politique, quand on fait du sport, il faut être extrêmement courageux. Parce que ça peut pas plaire à certains dirigeants de fédérations, et on peut risquer sa sélection. Ça peut écourter les carrières. Et en même temps, la réflexion que je me fais, c'est que on dit les sportifs ne doivent pas parler de politique, mais les politiques ne se gênent pas, eux, pour parler de sport. Et parfois à notre place. C'est très souvent le cas. Hein, dès qu'un sportif donne un message, enfin Daniel Sangouba, on en a des exemples plein les placards, comme on pourrait dire, de sportifs qui prennent position, qui donnent un avis ou qui ne donnent pas d'avis, c'est-à-dire qui sont silencieux pour X raisons, et ça leur est reproché. Donc c'est quand même assez schizophrénique cette position du sportif vis-à-vis du débat public. Tout à fait. Par rapport à ça, moi je voulais revenir sur ce qui s'était produit juste avant les Jeux, là, lors des élections, où les joueurs de l'équipe de France de foot avaient pris position. Ouais. Et on avait dit tout et rien là-dessus, en disant mais pour quelle raison, pourquoi pas, etc., etc. Donc aujourd'hui, le sportif, encore plus peut-être demain, il est partie prenante de la société et il a le droit aussi d'exprimer ses idées. Donc moi je vois pas pourquoi Hugo il pourrait pas le faire. Il l'a fait avec ses idées et a priori il est pas très pour le monsieur qui est en face, le président. Donc moi je crois que ça se respecte autant que les débats qu'on peut voir parfois, notamment sur les bancs de l'Assemblée, où on entend des vertes et des pas mûres avec des noms d'oiseaux parfois et même des fois on en vient aux mains. Donc pour moi il a toute sa légitimité à s'exprimer par rapport à une problématique qu'il ressent et que nous aussi nous ressentons à travers notre problème de retraite par exemple. Ouais, finalement il est critiqué ou critiquable soi-disant parce qu'il va pas dans le sens du vent actuel. Ah non, il n'est pas critiqué ou critiquable. Est-ce que c'est courageux ou pas? Est-ce que c'est son rôle ou pas? Oui, c'est courageux. Voilà. Et justement sur ce sujet-là, parce que c'est Jean-Luc et Muriel qui l'évoquaient, Jean-Luc Crétier et Muriel Hermine. Jean-Luc, vous dites prendre position quand on est en plein exercice de sa carrière, c'est un risque, mais c'est quelque chose qui peut coûter cher. C'est démocratique aussi. Mais c'est démocratique, mais c'est un risque parce que ça peut coûter cher, ça peut coûter, je sais pas. Personnellement, pour l'athlète, ça peut générer plein de problématiques jusqu'à peut-être lui faire abandonner ta carrière sportive et basculer dans le monde
dans la vie courante, on va dire. Ça coûte d'autant plus cher que la notoriété est faible. Parce que si Mbappé prend posture sur quelque chose, là on va l'écouter, puis on peut pas trop le toucher. Mbappé, ça sera comme Léon Marchand ou Teddy Riner. Par contre, quelqu'un comme lui qui est un peu moins en vitrine, etc., pour lui ça peut être plus compliqué, effectivement. Oui, en même temps, celui qui a une grosse communauté, on parlait des communautés dans cette émission en disant qu'il y a des sportifs qui ont des grosses communautés et donc qui ont du poids, leurs mots ont du poids et du sens et ça se respecte. Comme le CCCF. Exactement. Mais en tout cas, là je réagis, mais nous c'est tout ce qu'on attend finalement, nous le collectif des champions et des champions français, parce que pour l'instant on s'est mouillé, mais on est des anciens, et nous ce qu'on veut c'est que les jeunes nous rejoignent aussi dans le combat qui est un combat généraliste. Le statut universel, le statut pour le sportif de haut niveau. Il concerne tout le monde, les générations d'avant et d'après, donc de toute façon il y aura un héritage. Donc moi je crois qu'il faut qu'on encourage plutôt ça, nous, ces prises de parole-là. Est-ce que justement, Muriel Hermine, compte tenu du succès, compte tenu des attentes finalement qui ont été suscitées, où on a dit effectivement que ces jeux ça allait être une catastrophe, que rien n'allait marcher, etc. On a surtout fait du géo-bashing. Est-ce que du coup, pour les politiques au sens large, les attentes des messages et les attentes de la part du monde du sport, mais je prends le sport d'en haut et le sport d'en bas, vont être tellement fortes qu'il va pas falloir se tromper, j'imagine. Je pense que de toute façon, c'est le nombre de médailles qui va effacer les petites pensées mesquines de départ il y a plein de choses qui n'iront pas et de toute façon ce qu'on va faire c'est pas bon. Le français est quand même d'un tempérament plutôt pessimiste à la base. Mais je crois que pas assez sportif. Ah non, mais il faut bien comprendre que les sportifs vivent en marge. On vit dans une espèce de bulle qui nous permet d'être protégés quelque part de cet état d'esprit général qu'il peut y avoir dans la société française. Donc le sportif, tant que son épreuve n'est pas terminée, il baigne dans cette bulle de protection. C'est après, quand on termine notre carrière, qu'on arrive dans la vraie vie, la réalité, qu'on prend conscience que notre vie de sportif, c'est pas du tout la vie de tout un chacun. Et c'est là où on se retrouve à 55 ans, Pascal en parle très bien, avec des athlètes qui ne peuvent pas prendre leur retraite avant l'âge de 70 ans parce qu'ils n'ont pas assez cotisé, ils ont donné trop d'années au sport, donc à leur pays pour gagner des médailles. Il y a tout un tas de choses complètement abracadabrantes qu'on n'imagine même pas. Donc, moi, je pense que le public français s'est laissé embarquer dans ces jeux, a découvert des nouvelles disciplines que jamais personne n'aurait regardé en France. Et je crois que dans ce tourbillon de positivité, il en sortira de toute façon pour les athlètes quelque chose de vraiment fantastique. Gagner dans son pays, c'est merveilleux. Il ne faut jamais l'oublier. Ouais. Moi, j'ai envie de faire passer un message. C'est vrai qu'à notre époque, il n'y avait pas d'organisation qui représentait tous les sports, hiver, été, paralympique, etc. Le collectif des champions français, on est les grands frères et les grandes sœurs et on est là pour défendre tous ces sportifs. Peut-être qu'aujourd'hui, il sera plus facile pour eux de libérer la parole, de dire ce qu'ils pensent parce qu'on est derrière et on surveille. Bravo président. Bravo. Ça c'est Jean-Luc Crétier pour ceux qui nous écoutent. Antoine, on peut faire, pardonnez-moi, mais on suit en même temps, hein, on s'en cache pas dans notre studio, on a un double écran, il y a un double match et on suit deux matchs importants, les filles handball. On commence à monter en tension avec ce match de handball, il reste moins de 10 minutes à jouer. L'équipe de France qui est toujours derrière au score face aux Suédoises, 22-19 pour la Suède, mais l'équipe de France qui est quand même un petit peu revenue, qui est un petit peu mieux quand même. Allez. Et ce but pour l'équipe de France, c'est Tamara Horacek qui vient marquer comme un symbole ce but, 22-20. L'équipe de France qui a seulement 2 buts de retard, Christine, et qui va devoir pendant les 9 dernières minutes pousser. Et on suit également le basket avec l'équipe de France en demi-finale, là aussi qui affronte cette équipe allemande du côté de Bercy. C'est un petit début de match compliqué pour les Français en basket qui étaient menés 16-9 et qui doivent réagir maintenant pour l'équipe de France emmenée par Victor Wembanyama. Bon, on espère que les sport co vont être à la hauteur parce qu'on avait dit qu'on était très fort en sport co. Pour l'instant, il n'y a que le volley qui est qualifié pour la finale. Hein. Ça revient pour la France. 16-18 pour les Allemands, ça revient pour la France. Ouais, et handball ? Et handball toujours 22-20 et les Françaises qui vont avoir une possession importante.
Ouais, je suis pas bien. 10 minutes, il reste 10 minutes, ça va. Avec tous les buts qu'elles ont loupés au début du match, on devrait avoir 5 points d'avance. Ouais, je sais. Hallucinant. Elles étaient complètement bloquées, pigées. Ouais. Et après, Christine, on sait tous que le premier titre, bon, on est challenger. Après, le conserver, c'est quand même plus difficile des fois. Hein. Donc là, il y a tous les autres, ils ont faim. On n'est plus challenger. On est les hommes à abattre ou les femmes à abattre. Ça vous est arrivé, vous, d'être l'homme ou la femme à abattre parce que vous étiez devant tout le monde? Jean-Luc. Enfin, abattre, je mets des guillemets, attention, oh là là, mon Dieu. Je mets de gros guillemets. Mais bien sûr, à partir du moment où vous êtes dans la ligne de mire de tous les adversaires, tout devient plus compliqué. Et surtout, garder un niveau qui correspond à vos antécédents sportifs. C'est pas simple, c'est un gros travail mental à faire. Et là, moi, je regardais le début du match, on avait l'impression qu'elles avaient un goal en face d'elles et elles tiraient en permanence sur le goal. Ce qui est différent, c'est fou le mental, on passe, dingo, hein. Mais on passe de rien à perdre à tout à perdre. Hein. Quand vous êtes premier, quand vous êtes le challenger, vous avez tout à gagner, mais quand vous êtes devenu le premier, vous avez tout à perdre. On en parlera tout à l'heure. Bon, vous savez quoi, on est obligé de s'arrêter. On a une petite pause à faire et on se retrouve juste après avec nos vraies voix des JO. Ce soir, Jean-Luc Crétier, Muriel Hermine, Daniel Sangouma, Pascal Eouzan, Antoine Mazer qui va nous faire un point dans un instant sur les 2 matchs en cours à ces JO. La France en basket et la France en handball féminin. C'est à suivre dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h, 19h, Christine Bouillot. Et on est en compagnie de nos vraies voix des JO ce soir, Jean-Luc Crétier, Muriel Hermine, Daniel Sangouma, Pascal Eouzan, les membres du collectif des championnes et des champions français. Alors évidemment, on a un œil sur nos matchs en cours, mais surtout les dernières minutes du match de cette demi-finale de hand féminin. Et mon cher Antoine, vous me redonnez des couleurs. Oui. C'est pas vous, hein. Oui, on suivait l'équipe de France qui était à 2 marques de cette équipe de Suède et qui est revenue à égaliser face à la Suède. Il reste 5 minutes à jouer, même un petit peu plus de 5 minutes 30 à jouer dans ce match. C'est tendu, c'est stressant, mais l'équipe de France est revenue. Déjà, elle a fait le plus dur. Maintenant, il va falloir aller tout donner dans les 5 dernières minutes pour aller chercher cet exploit. Mais c'est vrai que cet exploit, ils peuvent aller le chercher, les Françaises, mais surtout remercier pour l'instant la gardienne remplaçante, Atabou Sako, qui maintenant va devoir se présenter pour arrêter peut-être ce penalty. Malheureusement, la Suède qui vient de marquer ce but, 23-22, possession à venir pour l'équipe de France, mais déjà on retrouve un petit peu de sourire parce que la France revient à hauteur de cette équipe de Suède. Il y a un peu de temps, il reste encore 5 bonnes minutes et elles ont. C'est beau le sport, non? Ah ouais, c'est cool. Ouais, que d'émotions. Et on suit également l'équipe de France de basketball. 55 secondes à jouer maintenant dans ce premier quart-temps. Début de match compliqué, cauchemardesque pour les Français, mais qui se rebiffent un petit peu, qui se refont la cerise. 23 pour les Allemands, 18 pour la France. Mais on sait, un match de basket, c'est très très long. On rappelle que l'équipe de France qui défie les champions du monde allemand actuellement du côté de Bercy dans une ambiance exceptionnelle du côté de l'Est parisien. C'est 2 temps forts très importants, surtout du côté du handball, parce qu'on sent, Christine, Daniel, Pascal, que depuis quelques minutes on est monté en tension. Je sais pas, Daniel il fait des grands gestes, il fait un 2 avec ses doigts, je sais pas ce que ça veut dire. 2 minutes, il y a 2 minutes, il y a faute flagrante sur la joueuse française. Alors qu'elle l'a pas touché. Alors qu'elle n'a pas touché. Jean-Luc, vous disiez, il n'y a que le sport pour ces émotions-là. L'équipe de France, exactement, qui permet à l'équipe de France de revenir à 23 partout. 4 minutes à jouer dans ce match. Et il reste 4 minutes à jouer, ça va être étouffant. On respire. Non, pas encore, Jean-Luc. Je crois que Christine avait trop d'apnée jusqu'à la fin. Ouais, c'est difficile. Ils mettent des matchs pendant les émissions. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Moi, appelez-moi le CIO qu'on décale tout ça. Alors, on parlait des émotions, mais hier, il y avait un match plein d'émotions. C'est le volley, les volleyeurs masculins. Je ne sais pas si vous avez vu le match. C'était quelque chose d'absolument incroyable. Énorme. 3-0 face aux champions du monde en titre, l'Italie. Avec quelque chose d'important. Et toujours les Françaises qui récupèrent le but qui a été refusé juste à l'instant sur un marché. Il va falloir mettre les barbelés. La possession est rendue à cette équipe de Suède. Moins de 4 minutes à jouer. Toujours la Suède qui mène 23-22 face à l'équipe de France. Et la possession, elle est à venir pour l'équipe de Suède. Alors on nous dit aussi que Sofiane Oumia va arriver dans un instant sur Sud Radio. Il est toujours pris au Club France. C'est ce que me dit Clément Arion. Il est toujours en train d'être célébré. Pour sa médaille
sa médaille d'argent. C'était cette médaille d'or qu'il rêvait d'avoir. Et on l'aura tout à l'heure dans un instant. Et la belle défense de l'équipe de France qui récupère une belle possession. Il faut attaquer, il faut aller marquer. Oui, c'est fait. L'égalisation de l'équipe de France à 3 minutes de la fin de ce match. 23 partout. Quelle défense, mais surtout quel arrêt. Une nouvelle fois de Sako, la gardienne française, qui permet pour l'instant à l'équipe de France de rester en vie. Quel match elle nous sort, la gardienne française. Est-ce qu'il y en a un de vous qui aurait fait un sport co, parce que vous êtes tous autour de la table sur des sports individuels, est-ce qu'il y avait un sport co qui vous aurait plu, Jean-Luc par exemple, et Muriel? Est-ce que vous auriez pu faire un sport co? Moi, j'aurais bien fait du hand. Je me permets de répondre en premier, mais... Vas-y, allez-y, Jean-Luc. Je laisse les honneurs aux dames, mais... j'ai fait du rugby par passion à l'entraînement en équipe. Et puis sinon, j'ai joué au hand quand j'étais beaucoup plus jeune, au tout début de ma carrière. Au tout début. Et Muriel, où ça... La force de la natation artistique, ou natation synchronisée, c'est que c'est un sport à la fois individuel et d'équipe. Donc, comme j'excellais dans les deux domaines, c'est-à-dire que j'étais le leader de l'équipe de France, je faisais toute la partie individuelle, solo, duo, c'est déjà plus de l'individuel. Mais donc, on est quand même 8 nageuses à s'entraîner 5 heures par jour pour faire sortir une performance de 5 minutes. Donc, la partie sport co est très, très importante chez nous. Ouais, c'est clair. Moi, j'aurais aimé être Michel Platini, moi, numéro 10 au football. Carrément, Michel Platini. Ah ouais, moi je veux faire des passes. Kylian Mbappé aussi. Non, moi je veux faire Zinedine Zidane. Et moi je voulais faire des passes. La super belle passe pour que le mec il gagne. Mais par contre, faire la passe de 35 mètres qui tombe dans les pieds et tout. Daniel ? Alors moi j'ai commencé par le foot, mais j'ai pas du tout aimé l'esprit, l'état d'esprit, les jugements de valeur. Donc c'est pour ça que j'ai choisi l'athlétisme, centimètre, chronomètre. C'est plus simple. Mais dans le relais, vous avez vu qu'on n'est pas tout seul. Ça avait été bon en plus. Mais c'est quoi les jugements de valeur dont tu parles? C'est quand on prend pas l'esprit sportif, enfin on prend pas les considérations sportives, mais autre chose pour sélectionner ou ne pas sélectionner quelqu'un. Alors je ne cache pas que je ne regarde pas la télé, j'attends qu'Antoine Mazère me fasse un petit débrief. Et toi, t'aurais bien aimé faire un sport individuel? J'aurais pas pu. Pourquoi? Parce que c'est plus sympa le sport co. La gymnastique. Hein? La gymnastique. Tu m'aurais vu sur un tapis. Si, alors j'ai fait du sport co. Vous allez vous marrer. J'ai fait un sport individuel. J'ai commencé ma carrière en patinage artistique. Alors là, si vous retrouvez une photo de moi en patinage artistique, vous êtes très fort. Mais j'ai commencé par là. J'étais assez doué, mais j'ai pas continué. Je peux me permettre, le sport individuel est pratiqué en équipe. Oui, toujours. Mais faut pas oublier. Après, il y a des sensations qui sont complexes de gagner ensemble et de perdre ensemble. On l'a vu hier soir avec les Français. Et nos Françaises en handball, mon cher Antoine, où en sont-elles? J'ose pas regarder la télé. Il reste une minute à jouer, temps mort déposé par cette équipe de France, par l'équipe suédoise. C'est l'équipe suédoise qui demande le temps mort. Fin match irrespirable du côté de l'île et du stade Pierre-Mauroy. 1 minute à tenir, 24 partout entre la Suède et l'équipe de France. Possession à venir pour l'équipe de Suède. Il faudra vraiment mettre les barbelés pour aller chercher cette dernière possession et permettre peut-être à l'équipe de France d'aller rejoindre une nouvelle finale olympique pour les filles de l'équipe de France d'Olivier Crumbles et pouvoir aller chercher l'Olympe du côté de Paris. 58-54, c'est le chronomètre qui est affiché. Les Suédoises qui, ça y est, ont pris le ballon, vont devoir attaquer. Maintenant, il faut attaquer, il faut frapper. Le but marqué par la Suède à 59 secondes maintenant de la fin de ce match. Il faut absolument déclencher quelque chose. On a vu depuis cette fin de match Nokandi qui nous fait une fin de match complètement folle du côté de l'équipe de France. Pourquoi pas aller la chercher? Pourquoi pas aller trouver une solution pour l'équipe de France? Peut-être elle peut trouver les clés, ou alors des joueuses d'expérience. Estelle Mzeniko ou Tamara Horacek sont également de la partie, sont sur le terrain. Ou Flip également qui se plaint d'un coup. Il me reste moins de 40 secondes maintenant à tenir. Et est-ce qu'un temps mort va être demandé par Olivier Crumbles? Temps mort demandé pour l'équipe de France. Ouais, normal. Et il se reste moins d'1 minute. Et donc là, il remet tout le monde d'équerre. Et il ramène le calme, parce que comme il reste moins d'1 minute, il faut trouver une solution, il faut lancer quelqu'un. Pour trouver une tactique, peut-être une stratégie. En tous les cas, il faut expliquer que ça va se jouer. Il va falloir écarter. 6 secondes. Ça va se jouer à 6 secondes. Non, ça se jouera pas à 6 secondes, on l'espère pas, mais c'est étonnant qu'elles aient des joueurs. En notre faveur à 6 secondes. En notre faveur à 6 secondes.
On est preneur. Et c'est Tamara Horacek qui prend la parole au milieu des joueuses, d'expérience comme ça dans des moments clés. On se rappelle malheureusement d'hier de ce dernier temps mort fatal à l'équipe de France, mais là il reste un petit peu plus de temps et la possession elle sera pour l'équipe de France à venir avec cette dernière action pour aller égaliser l'équipe de France qui est menée d'1 point 25-24 par l'équipe de Suède qui là aussi réalisé une sacrée performance. Il va falloir tout donner dans cette dernière action peut-être pour pouvoir faire exulter ces 26 000 spectateurs du côté de Pierre Mauroy. Et on passe en mode direct, 59 minutes il est en et 17 secondes. Et on va voir cette dernière possession peut-être pour l'équipe de France. Allez, il faut déclencher quelque chose, par exemple avec Nokandi. Là-bas, les Françaises qui se font la possession, il va falloir tenter quelque chose. Il y a une faute du côté de la Suède, mais on va revenir à une possession pour l'équipe de France. 30 secondes à jouer encore. Il faut absolument marquer pour revenir au score du côté de l'équipe de France. 25 pour la Suède, 24 pour les Françaises d'Olivier Crumbles. Allez avec maintenant Tamara Horacek qui retrouve peut-être avec Flip pour Nokandi. Elles sont bien prises, elles sont bien. Et il y a une grosse défense de la Suède. Il faut frapper, c'est marqué. L'égalisation de Tamara Horacek à 15 secondes de la fin de ce match. Il faut maintenant mettre les barbelés en défense. Attention parce que la Suède va peut-être tenter le tout pour le tout. Ou est-ce qu'on va attendre peut-être pour les prolongations? 4, 3 secondes, 2, c'est terminé. 25 partout entre l'équipe de France et la Suède et on va avoir le droit à des prolongations. Mais quelle fin de match encore une nouvelle fois irrespirable. On va faire une pause sur Sud Radio. Oui, on va faire une petite pause avec ce match nul et ces prolongations qui se profilent donc pour le handball féminin. C'était pas. Ouais, non, mais c'est bien. On préfère que ce soit ça. Il y a Antoine qui vient de nous faire une perf là. Il n'en peut plus. Bon, en tous les cas, on va remercier dans nos vraies voix Muriel. Merci beaucoup Muriel d'être passée nous voir. Et évidemment. Bisous à tous. Bisous. Et Bisous, Muriel Hermine qui était notre vraie voix des JO jusqu'à maintenant. On va retrouver aussi une autre grande vraie voix qui va nous retrouver, qui était aussi responsable du site olympique de Vers sur Marne où se sont disputés pas mal de disciplines. Et puis on suivra bien sûr d'un œil cette prolongation entre l'équipe de France et la Suède en handball féminin qui se joue du côté de Lille. C'est un stade en fusion avec un 26 000 spectateurs. On va faire l'info. Puis on aura Sophia Oumia également au téléphone qui est vice-champion olympique de boxe. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h, 19h, Christine Bouillot. Et on est toujours en compagnie des vraies voix Sud Radio, des vraies voix des JO, surtout les membres du collectif des championnes et des champions français. Ce soir, autour de la table, Jean-Luc Crétier, champion olympique de descente, Daniel Sangouma, médaillé de bronze aux Jeux de Séoul, Pascal Ouzan, quadruple champion du monde de tumbling, président de ce collectif des championnes et des champions français. Et puis, nous accueillons également une autre nouvelle vraie voix. C'est Audrey Prieto Rodriguez. Bonsoir Audrey. Bonsoir, vous m'entendez bien? Oh oui, on vous entend très très bien. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette deuxième heure, championne du monde de lutte. Mais également, vous étiez la grande chef du site olympique de Vers-sur-Marne, c'est bien ça? C'est ça, directrice exactement du stade olympique et de l'île de loisirs de Torcy. Tout est fini là-bas? Non, pas encore. Nous avons encore quelques épreuves et puis nous avons le para aussi qui va enchaîner. Qui va enchaîner. On va en parler avec vous dans un instant, mais si vous le voulez bien, petit clin d'œil rapide de score, un point score avec vous, Antoine Mazère, sur le handball féminin. Ouais, on suit cette prolongation qui a été arrachée à la dernière seconde quasiment par Tamara Horacek. Une statue pour Tamara Horacek qui permet à l'équipe de France de rester en vie. On va partir sur 2 fois 5 minutes pour cette prolongation et toujours 25 partout entre l'équipe de Suède et l'équipe de France, mais un pénalty à venir pour Tamara Horacek qui se présente face à la gardienne pour prendre l'avantage. C'est fait 26-25, donc les Bleus qui vont faire la course en tête au moins pendant cette prochaine minute. Et quelqu'un qui va sans doute rejoindre effectivement le collectif, en tous les cas l'univers, votre univers des Olympiens, mes chers vraies voix des JO, et on est ravis de l'accueillir. C'est l'homme qui a effectivement embrasé hier Roland Garros avec son combat et qui a obtenu la médaille d'argent. Je vous demande d'accueillir comme il se doit et d'applaudir Sofiane Oumia qui est avec nous. Bravo. Bonsoir Sofiane. Ça va? Ça va bien? Ça va, super. C'est super d'être descendu. Alors pour tout vous dire, j'étais dans les tribunes, Sofiane. Et on a tout donné et on était déchirés, un peu comme sans doute dans vos sentiments, vous aussi hier soir, avec cette médaille d'argent, parce que c'était pas la couleur que vous espériez décrocher ici aux Jeux de Paris. Est-ce que depuis vous avez retrouvé le sourire, la joie qui est caractéristique de ce que vous êtes, Sofiane?
Oui, j'essaye tous les jours un peu plus d'essayer de gérer, d'apprendre à aimer cette médaille d'argent, comme je dis. Et voilà, c'est vrai qu'avec le parcours lors de l'Olympiade, le parcours depuis des années maintenant en équipe, je me dis que je peux être fier de mon parcours et fier de l'homme que je suis. Ouais, tu m'étonnes que tu peux être fier. Alors autour de la table, il n'y a que des médaillés olympiques de cette émission. Je vous le dis, Sofiane, je rappelle, Jean-Luc Crétier, Daniel Sangouma, Pascal Eouzan, Audrey Prieto Rodriguez. Ils ont un palmarès aussi long, voire aussi conséquent que le vôtre. Là, vous êtes redescendu un tout petit peu. Je crois que vous êtes au Club France ce soir. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette ambiance que vous avez certainement dû découvrir vous aussi? Ouais, c'est une ambiance incroyable. Le public est ouf, il nous rend superbement bien. Et franchement, ouais, j'arrive pas à m'en lasser parce que c'est des moments incroyables que nous vivons et que voilà, aujourd'hui, on va dire le public nous rend bien et puis ça fait plaisir de voir toute cette union autour de notre sport et autour du sport en général aussi. Qu'est-ce qui a manqué dans ce combat hier soir? On vous a senti sur le premier round, on vous a senti, j'allais pas dire sur la réserve parce que c'est pas le cas, mais on a senti que c'était un peu là que ça s'est joué. Ouais, peut-être comme je dis sur la fraîcheur de combat, comment j'ai abordé le combat, je sais pas, c'est un tout. Et voilà, ça s'est pas passé comme je l'aurais imaginé. Après, c'était un combat engagé des deux côtés, donc ça aurait pu basculer comme je dis de mon côté comme du sien. Alors c'est une médaille d'argent. Le public a scandé aussi votre nom longuement. L'ambiance était absolument incroyable pour un combat de boxe dans ce cocon, ou en tous les cas ce chaudron qui était devenu Roland-Garros, le cours Philippe Chatrier, Sofiane. Oui, franchement, c'était tout au long de la compétition, comme je dis, depuis le départ, que ce soit à Villepinte ou ici à Roland, franchement l'ambiance a été ouf, a été dingue et franchement merci au public français de nous avoir fait vibrer et nous on a essayé de le rendre à notre manière en essayant de donner le maximum. Et je crois que c'est ce que vous avez fait. Ouais, c'est ce qu'on a essayé de faire. Alors Sofiane, on va venir avec. Vous attendez 2 petites secondes avec nous parce qu'on suit en même temps d'un œil ce qui se passe sur le parquet du stade de Lille à Pierre-Mauroy, le stade avec les handballeuses françaises qui tentent de décrocher leur place en finale de ce tournoi olympique. Antoine. Encore 15 secondes à jouer dans cette première partie de prolongation. L'équipe de France qui mène 28-26, plus 2 pour les coéquipiers de Tamara Horacek qui réalisent pour l'instant une première mi-temps de prolongation très solide. Il faut confirmer ça parce qu'il reste encore une deuxième mi-temps. Alors on est avec vous. Sofiane Oumiach, vice-champion olympique de boxe des moins de 63,5 kg. Parlez-nous aussi de cette folie pour le camp français. Finalement, certains disent c'est parti très très vite au niveau des résultats et ça nous a donné aussi, nous, l'envie, ceux qui allaient rentrer plus tard dans la compétition, de se surpasser. Est-ce que c'est vraiment ça aussi qui a fonctionné? Oui, forcément, parce que au fur et à mesure de la compétition, nous, on se donnait, on voyait les collègues aller de l'avant et puis remporter des combats. Donc ça nous poussait, ça nous transcendait à aller de l'avant et à faire mieux. Et puis voilà, aujourd'hui ça donne, on va dire, 2 médailles pour l'instant. Maintenant à Bilal de finir le travail. Ouais. Pascal Eouzan, une question pour vous, Sofiane. Oui, excusez-moi, peut-être que je vais dire une bêtise, mais le dernier match que vous avez fait en finale à Roland-Garros, c'était le seul match que vous avez fait à Roland ? Oui, j'ai pas combattu. C'est mon premier combat à Roland-Garros. Et ça, du coup, c'est pas ça qui vous aurait peut-être impressionné sur la. Non, pas du tout. Parce que j'ai l'habitude de combattre. Comme j'ai dit, j'ai boxé à Rio. Tout le monde était contre moi. D'accord. Donc c'est les aléas, on va dire, du truc, mais non, c'est pas une pression en plus. Au contraire. Alors, on fait toute petite parenthèse, un résultat du score. Pour une petite question pour Sofiane. Ouais, Sofiane, parce que c'est vrai, ça, ce qu'on pourra pas vous enlever, c'est que vous avez le plus beau palmarès, on va dire, pour la boxe, pour un Olympien. Après cette deuxième place du côté de Rio et cette deuxième place hier soir du côté de Paris, j'imagine que ça reste quand même une fierté pour vous d'avoir quand même ces 2 médailles olympiques. Aucun autre athlète a fait ça. Et 3 titres mondiaux. C'est sûr, mais comme je dis, la couleur, c'est pas celle que j'aurais aimé, c'est pas celle que je voulais. Mais voilà, faut faire avec ce qu'on a, avec ce qu'on peut. Mais voilà, honnêtement, j'ai tout donné, j'ai essayé de donner mon maximum.
Ça s'est pas passé comme je l'aurais espéré. Mais voilà, il faut que j'apprenne à savourer et à aimer cette médaille. Si ça peut vous aider, Sofiane, quand on vieillit plus tard, ce dont on se souvient le plus, c'est le parcours du début jusqu'à la fin. Et c'est pas forcément, et les plus belles médailles sont pas forcément celles qu'on croit. Moi, j'ai eu 2 titres mondiaux où je suis fier, mais j'ai eu un accident grave et j'ai fait une médaille de bronze derrière. Pour moi, c'est ma plus belle médaille. Ouais, ben voilà. Sofiane, dans 4 ans, elle sera en or. Ouais. C'est long, 4 ans. On verra d'ici là. Et c'est Jean-Luc Crétier qui vous le dit, champion olympique de descente. Donc, est-ce qu'il y aura Los Angeles? Est-ce que justement c'est un objectif 2028 pour vous, Sofiane? Non, honnêtement, là, c'est trop tôt pour le dire. Et puis, comme je dis, une Olympiade, c'est vraiment dur. C'est dur. C'est compliqué, que ce soit émotionnellement, physiquement. Et puis, comme je dis aujourd'hui, je suis père de famille. Donc, ça change. Partir en stage, etc., en tournoi à l'étranger, ça demande beaucoup. Et alors, Sofiane, si je peux me permettre. Jean-Luc Crétier voulait faire, est là pour vous. Quand j'ai été champion olympique en 98, j'étais père de famille, j'avais un garçon qui avait 9 ans. Et en fait, ça apporte énormément de... Bon, c'est vrai qu'on le connaît pas forcément, mais ça apporte énormément de bonheur et de soutien par rapport à une carrière sportive. Pourquoi? Parce que, je vais m'expliquer, quand tu rentres à la maison, tu es à 100% pour la famille, pour les enfants. Oui, et quand tu pars, tu sais que tout le monde est aux petits soins avec ta descendance, ta femme, tes parents, tes beaux-parents. Et ça apporte énormément. Donc, digère cette médaille d'argent, si je peux me permettre, prends un peu de vacances, et puis on reparle de tout ça dans un mois. C'est ce que je compte faire là. Le coaching est XXL, Sofiane, pour la suite de la carrière quand même, je veux pas dire, mais c'est en plus un papa qui parle à un autre papa, donc je trouve ça absolument génial. Sofiane, dernière chose, ça va être quoi l'accueil à Toulouse? Parce qu'il y avait quelques Toulousains dans la tribune qui criaient Toulousain, et des maillots du stade toulousain aussi qui traînaient par là, mais ça va être quoi le retour à la maison? Honnêtement, je sais pas, je verrai. Je suis pas encore, mais vraiment là, la chose que je vais, c'est retrouver mes enfants, parce que je les ai pas vus depuis beaucoup. Je les ai vus 10 minutes, je crois, ils sont venus en 8e de finale, ils ont dû repartir. Les pauvres. Ils m'ont dit, papa, mais tu viens pas avec nous. Donc la seule hâte, c'est de rentrer auprès des mains. Ouais, mais ce soir, vous allez voir le copain, Bilal. Pour finir en beauté, exactement. Ouais, Et Sofiane, si je peux me permettre, la médaille d'or que vous n'avez pas eue, c'est celle de vos enfants. Vous allez voir. Ça je l'ai dit tous les jours. C'est exceptionnel. Ouais, il n'y a rien de mieux que ça. Oui. Bilal Benama, donc mais Bilal concourt ce soir dans les moins de 51 kilos. Alors il n'est pas tout à fait favori, mais à la limite tout est possible pour lui, Sofiane. Oui, vraiment. C'est une finale olympique, tout peut se passer. On a pu le voir et on le voit tous les jours. Donc voilà, il peut le faire et j'espère il va le faire même. Donc pas j'espère, il va le faire. Merci beaucoup. On vous félicite encore tous chaleureusement, Sofiane. Vraiment. Bravo. Et ce tournoi de boxe était effectivement très spectaculaire. Bon retour, bonne fin de JO. On croise les doigts pour Bilal Benama ce soir, qui est assuré d'une médaille. On espère qu'elle sera pour lui aussi de la plus belle des couleurs. Et à très bientôt, Sofiane, certainement du côté de Toulouse. Le retour à la maison, et profitez bien aussi de cette pause estivale pour récupérer, et la suite également. Soyez heureux. Ouais. À bientôt. Petit détour par Lille, pardonnez-moi, mais on est obligé de suivre. C'est totalement décousu cette émission en fait. C'est à cause du hand féminin. C'est encore une histoire c'est à cause des filles encore. Ouais, Antoine. Ça sent bon là maintenant pour l'équipe de France et cette finale olympique qui devrait sourire maintenant au fil d'Olivier Crumbles. Il reste 3 minutes à jouer, plus 4 maintenant pour l'équipe de France. 26-30, 27 maintenant avec ce but pour l'équipe de Suède, mais l'équipe de Suède qui a pris 2 fois 2 minutes. Les joueuses qui ont été plus indisciplinées du côté de la Suède, et les Françaises maintenant qui ont fait la différence dans cette prolongation. Il faut tenir, il faut gérer surtout cet avantage de plus 3, 67-15 affiché au chronomètre. Il faut aller jusqu'à 70 et l'équipe de France qui mène 30-27. On va encore stresser jusqu'au bout, mais quand même on peut respirer un petit peu.
petit peu. On peut respirer un tout petit peu, mais une Française vient de prendre 2 minutes aussi, donc c'est les Françaises qui dans moins de 30 secondes vont se retrouver en infériorité numérique, et c'est effectivement ça pourrait être dangereux, mais il faudrait marquer sur cette possession avec les Françaises maintenant qui ont la balle. Elles sont en train de proposer quelque chose. Attention à ne pas se faire intercepter. Le ballon qui va rester du côté de l'équipe de France, mais le temps pour l'instant qui tourne, la montre qui tourne en faveur des filles, des coéquipières de Estelle Nzeminko. Voilà, on va suivre ça ces dernières secondes dans un instant, évidemment, avec vous, mes chers Vrévois. On s'arrête un court instant, on se retrouve juste après la pause pour vivre ces dernières secondes de cette demi-finale de hand féminin, ce tournoi olympique où les Françaises tentent d'arracher leur qualification. Et on revient également avec vous, mes chers Vrévois, Jean-Luc Crétier, Daniel Sangouma, Pascal Eouzan, Audrey Prieto-Rodriguez et vous, Antoine Mazer, pour le fil rouge. La priorité, évidemment, au direct, tout de suite. Crétier, Daniel Sangouma, Pascal Eouzan, Audrey Prieto-Rodriguez, les membres du collectif des championnes et champions français avec ces palmarès XXL évidemment. Alors c'est toujours priorité au direct parce qu'il reste moins de 1 minute pour l'équipe de France de handball pour visiblement accrocher sa qualification pour la finale des Jeux Olympiques. Antoine ? 50 secondes à tenir maintenant pour les Françaises, mais avec 3 buts d'avance, ça semble bon, ça semble sentir bon pour les filles, les Françaises qui devraient rejoindre cette finale olympique. Quel exploit, quelle performance, surtout après avoir quasiment fait la course derrière au score pendant tout le match. Elles sont revenues à 10 secondes de la fin de ce match et en prolongation, elles ont fait la différence pour l'instant pour pouvoir se permettre le droit de rêver d'un titre olympique qui serait vraiment magnifique, parce que cette génération elle est pétrie de talent, et notamment cette gardienne Atabou Sako qui a réalisé Atadou Sako, je veux pas dire de bêtises, qui a réalisé un match assez exceptionnel permettant à l'équipe de France de croire en ses chances de finale. Mais il faut encore tenir 50 secondes maintenant pour les Françaises, 31 pour la France, 28 pour la Suède, et attention ne pas encaisser ce but peut-être sur penalty et laisser les Suédoises revenir à moins de. Attention, il faut faire l'arrêt, exceptionnel. Elle est monstrueuse, une statue pour Sako, parce que là elle réalise un match sur ce penalty, l'arrêt, et il reste 30 secondes à jouer. L'équipe de France qui va donc s'offrir une finale olympique à Paris. Enfin, ça sera pas à Paris, ça sera à Lille, mais ça sera pour les Jeux de Paris et ça sera vraiment magnifique. Quelle sensation, les Françaises, quel retour surtout, et elles affronteront, on le saura un peu plus tard dans la soirée, la Norvège ou le Danemark. Elle joue les dernières secondes à la passe à 10, comme on dit, comme auraient dû faire les garçons hier soir. Donc c'est effectivement très belle qualification. Voilà, elles sont qualifiées, 7 secondes, elles sont qualifiées. 2, 1, et l'équipe de France est en finale des Jeux Olympiques de handball. Quel exploit, bravo les filles. Maintenant, il faut aller chercher le titre, et ça sera pas facile, ça sera soit face à la Norvège, soit face au Danemark. Je parie un petit France-Norvège de derrière les fagots, comme moi on dit. Aussi. Jean-Luc. Bon, j'y serai, donc je raconterai. 31-28. J'y serai, je serai derrière. Bon, voilà, ça c'est fait, c'est bien fait. Donc on revient à la vie courante. Donc, tout va bien. Ça va mieux, moi. Daniel, il a perdu 2 kilos. Il n'a pas arrêté de bouger pendant tout le match. Il y a encore le basket. On va suivre. Est-ce qu'on peut discuter et surtout saluer notre vraie voix qui nous a rejoint? C'est une première pour Audrey Prieto-Rodriguez. Audrey, on vous retrouve. Alors, le palmarès aussi, championne du monde de lutte. Voilà, messieurs, mesdames. Et donc, vous êtes la directrice du site de Vers-sur-Marne, où il y a encore des compétitions, on a bien compris. Vous dites tout s'est bien passé, mais moi je voulais savoir, certainement vous n'aviez aucun doute sur ce fait que ça se passerait bien, mais est-ce que ça a dépassé vos espérances? Alors, dépasser nos espérances, peut-être pas. Effectivement, je le vis beaucoup en coulisses, mais le plus important, c'est les spectateurs et puis les personnes qui viennent sur le site. Ça a été des moments assez tendus avec les équipes de Paris 2024. On était quand même très tendus, très anxieux, très stressés parce qu'on voulait que ça se passe le mieux possible. Il y a, vous savez, nous sommes tous athlètes, nous sommes tous exigeants. Donc, au-delà de nos espérances, non, parce qu'on aurait aimé être encore plus exigeants, mais ça s'est très bien passé. Les spectateurs ont adoré. Le site était splendide. Il est splendide parce qu'il faut venir encore le voir. Et voilà, tout le monde était ravi. On a eu de très très bons retours positifs et c'est le plus important. Ouais, c'est clair que ça a été effectivement. Pascal, un commentaire. Alors moi j'ai eu des échos, Audrey, que les soirées d'après-match à Vers, c'est super sympa. Apparemment, il y a un vrai échange entre les champions, les spectateurs, les collègues. Enfin, c'est des super teufs.
le site se prête énormément. Il y a énormément aussi de fan zones aux alentours. Mais de vraies fan zones J'appelle de vraies fan zones. Ouais. Il y a la fan zone de la fédération de kayak qui est en collaboration avec la ville de Torcy, la ville de Vers-sur-Marne, etc. avec le club de Torcy de canoë-kayak. Donc il y a vraiment un échange et un partage avec les collectivités et également les clubs et les associations locales. Donc ce qui fait que ça crée une émulation, une ferveur et puis le public, le site se prête énormément. On n'est pas du tout dans Paris. Donc il y a beaucoup de verdure, c'est très loisir, c'est très famille, il y a des pique-niques, le lieu se prête vraiment à un côté familial et à un côté effectivement partage commun entre les athlètes et la fête. Audrey, Daniel Cagnetta. En fait, c'était juste une petite remarque. J'ai la présidente de la Ligue réunionnaise de kayak qui est présente sur place depuis le début, qui est dans les membres de la fédération, et qui m'a dit énormément de bien de cette zone. Il m'a dit énormément de bien des compétitions. Il m'a dit énormément de bien du public qui a poussé nos athlètes vraiment du début à la fin, un peu comme partout. Mais peut-être que pour les kayakistes, c'était pas quelque chose d'aussi habituel. Mais en tout cas, elle en était ravie. Elle est sortie de là avec la banane, enfin elle est toujours là-bas, mais elle a une banane extraordinaire. Donc elle va nous ramener des bananes à la Réunion, donc c'est exceptionnel. Je suis complètement d'accord. C'est vraiment un ressenti sur le site qui est différent. Et voilà, je pense que c'est le lieu, je pense que c'est tout ce qu'il y a autour, et puis les volontaires aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de la part des équipes de Paris 2024 et des volontaires qui jouent un rôle beaucoup plus important qu'on le pense. Quand on va sur le site de Vers, les volontaires, c'est juste extraordinaire. Ils nous mettent la pêche. C'est dingue et ça nous met dans l'ambiance, que ce soit pour les athlètes, que ce soit pour les ligues, les comités. Voilà. Donc je comprends vraiment cette ferveur qu'il y a autour de ce site. Et puis je pense que pour des épreuves comme le canoë-kayak et l'aviron, c'est pas commun de se retrouver à la maison, de se retrouver à Paris. Donc derrière tout ça, ça joue en fait. Ouais, on est plus habitué à d'autres plans d'eau. Ouais. Elle m'avait même dit que dès la première... C'est des bons vivants, les kayaks. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça veut dire quoi, aussi, ça Alors là, vous avez lâché un truc, Jean-Luc Récy. C'est des bringueurs. Il va falloir sortir les dossiers. C'est pas les glaçons, Tout ce qui reste au kayak, reste au kayak. Daniel. Elle m'avait même dit qu'elle était étonnée, dès le premier jour de compétition, dès les qualifications, enfin les épreuves du matin, il y avait déjà du monde, beaucoup de monde, et qui scandait l'équipe de France, qui encourageait l'équipe de France. Elle me disait, mais on n'a jamais vu ça, c'est pas possible, c'est extraordinaire. Donc déjà, le public, lui, il avait adhéré au fait de venir soutenir les équipes. Et il avait donné le ton, et ça, je crois que ça a été ensuite une vraie vague pour l'ensemble des équipes de France qui sont passées par là. Audrey, est-ce que c'était un public essentiellement français ou pas du tout ? Oui. Il y avait une majorité de Français, il y avait beaucoup d'Anglais, il y avait beaucoup d'Australiens aussi, parce que quand vous regardez la composition des athlètes dans les épreuves, il y avait un petit peu toutes ces nations qui étaient présentes, mais surtout dès 7h du matin, dès l'arrivée des premiers spectateurs, l'ambiance était déjà là. Et ce qui est important aussi à comprendre dans la configuration du site, ce qui est très très beau, c'est que quand vous arrivez au stade nautique olympique, vous avez déjà le siège de la fédération des sports de pagaie, de la fédération donc de kayak, on appelle la FFCK, maintenant ça s'appelle la fédération des sports de pagaie. Son siège est tout récent, et juste avant l'entrée du stade nautique, il y a tous les athlètes en photo, mais gigantesques, c'est des vrais stars, et donc ça donne déjà l'ambiance. Quand on arrive, on est déjà dedans, au rond-point déjà de Vers-sur-Marne. Donc vous voyez, alors là, quand vous rentrez après dans le stade, c'est parti, et le site, il est tellement gigantesque, il est tellement beau, que tout de suite, on a le temps de mettre l'ambiance, et on a le temps de chanter. Et en plus, Pascal. Moi, je vais lui faire un peu de pub à Audrey, parce que je sais qu'en plus, le poste, elle l'a pris il n'y a pas si longtemps que ça. Il faut savoir que l'équipement de kayak, de canoë-kayak, c'est un équipement qui a coûté assez cher. Je crois que c'était autour de 70 millions d'euros, qu'il va falloir l'amortir. Simplement, ce que je veux dire, c'est que l'année dernière, avec la Dragesse Île-de-France, on a fait une initiation, on a fait la descente, la descente olympique. C'est possible pour tout le monde. Alors bien évidemment, on le fait moins vite et on est beaucoup moins bon qu'eux, mais c'est extrêmement plaisant. C'est une superbe activité qu'on peut faire en groupe. Donc j'invite tout le monde en loisir, et c'est vraiment, on passe une super belle journée. Donc voilà. Et en plus, les kayakistes savent faire la fête. Donc les entreprises, les comités d'entreprise, là, allez sur Vers-sur-Marne, vous initiez à cette activité qui est prodigieuse. Et toutes les associations de jeunes. Merci Pascal.
Merci Pascal, c'est vrai. Le boulanger en face de la gare, il a explosé d'après le reportage qu'on a vu. Alors, j'imagine. Ouais. Audrey, donc il va falloir faire vivre, mais pour l'instant, il y a encore des jours de compétition. Est-ce qu'il reste des places? Comment ça se passe? Oui, il y a encore quelques places pour le para. Moi, je vous invite vraiment à venir voir le para parce que ça va être splendide, quoi. C'est particulier, quoi. C'est vraiment à part. Voilà. Donc déjà, les Jeux paralympiques, c'est déjà extraordinaire sur tous les sites. Mais là, à Vers-sur-Marne, je vous invite à venir. Il y a encore des places, effectivement. Et vous, sinon, ouais. je vous invite à la fan zone du canoë-kayak. Par contre, là, j'ai parlé, mais je pense que le collectif, on pourrait faire l'initiation et faire la course entre nous, là. Ça serait peut-être drôle, hein. En paquet. Mais c'est une super bonne idée. La descente en rafting. La descente en rafting. C'est sympa, ça aussi, ouais, c'est sympa. C'est tout ce que j'aime. Tu vas venir, tiens, Christy, tu vas venir avec nous, là. Et puis, il y a, comme le disait Pascal, il y a la partie eau vive. C'est-à-dire, c'est rapide. Et puis, il y a la partie eau calme, où là, on peut faire des sorties bateau, voile. Tranquille, pédalo. Là, c'est plus tranquille. Et vous savez, une lutteuse dans l'eau, c'est pas très à l'aise. Donc moi, je préfère là où ça bouge pas trop et où je vais pas trop dans l'eau. Et il y a aussi la partie où tu bois à moitié du bassin, c'est quand il va tout seul et qu'il peut être en haut et que tu dois faire toute la descente sans rien. Alors on parle de la partie nage, mais il avait été question à un moment donné de transférer les épreuves de marathon, de nage, de marathon sur le plan d'eau vers vous pour des problèmes de navigabilité, d'eau, enfin de potabilité. De potabilité. Pollution. De pollution, je cherchais le mot. Et ça aurait été comment? Parce que là, il aurait fallu tout modifier. Alors oui, il aurait fallu tout modifier, mais on était prêts puisque les équipes étaient préparées depuis l'annonce dans la conférence de presse par Tony Estanguet du plan B&C sur Vers-sur-Marne. Donc les équipes de Paris 2024 et nos équipes à nous se sont préparées en fait à accueillir cette épreuve au cas où. Et puis de toute façon à Vers-sur-Marne, le bassin il a des tests de potabilité assez réguliers, donc on était prêts. Bon, bah c'est super. Alors, vous restez avec nous, Jean-Luc Crétier, Daniel Sangoumin, Antoine Mazer, Pascal Eouzan et vous, Audrey Prieto-Rodriguez, parce qu'on va faire une petite pause. Je me tourne vers mon technicien parce qu'on fait l'émission un petit peu décousue compte tenu de l'actualité sportive. On rappelle l'information de cette fin d'après-midi, c'est la qualification donc de l'équipe de France qui ira défendre son titre olympique c'est samedi sur les coups de 15h à Lille, hein, et on attend de savoir si ce sera contre la Norvège ou contre le Danemark. Voilà, on se retrouve dans un instant avec les vraies voix des JO. À tout de suite. Avec les vraies voix des JO, ce soir encore un plateau exceptionnel avec les membres du collectif des championnes et des champions français. Jean-Luc Crétier, champion olympique de descente, Daniel Sangoumin, médaillé des bronzes aux Jeux de Séoul, Pascal Eouzan, quadruple champion du monde de tumbling, président de ce collectif, c'est le grand chef, Audrey Prieto-Rodriguez, qui est championne du monde de lutte, mais on l'a entendu avec il y a quelques instants sur Sud Radio, et qui est également la directrice du site olympique de Vers-sur-Marne où se sont déroulées depuis le début toutes les compétitions de ce que l'on appelle les catégories eau vive, le kayak, le cross-kayak. Alors le cross-kayak, Audrey, ça a fait un carton au niveau des jeunes, au niveau du public et du spectacle, et j'imagine qu'en vrai, ça a dû être également quelque chose d'assez spectaculaire à vivre. Surtout dans la mise en place, la logistique et l'organisation. Je peux vous dire que nous, on a des équipes sur place qui sont extraordinaires, qui sont remplies de compétences, de talent et de technicité et de légitimité là-dessus. Donc toutes les équipes de la fédération de kayak et les équipes de récréa, puisqu'il faut savoir que nous on a des équipes en fait qui s'occupent que ce soit de la maintenance comme de la logistique et du bassin, et les équipes de Paris 2024 ont travaillé en étroite collaboration pour que ce soit extraordinaire. Et effectivement, nous on l'a plus vu du côté préparation que sur le in vivo, comme on dit, sur le direct, mais les retours qu'on a eus sont extraordinaires. C'était magique. Ouais. Daniel. Alors, je fais une petite aparté. Nous, on a eu la chance à La Réunion d'avoir on a un centre de kayak préparation olympique, et donc ça a servi de base arrière pour les équipes de France pour venir s'entraîner, notamment durant l'hiver. Il fait pas très très chaud ici. Et donc toutes les équipes de France de l'eau vive sont venues à La Réunion pendant plusieurs hivers maintenant, préparer les Jeux. Et donc on a vu aussi l'installation du kayak, comment on appelle ça là, kayak cross. Et donc on était
émerveillés par cette nouvelle activité. On se demandait bien ce que ça allait être, cette histoire d'espèce de toboggan qu'il faut sauter dans le vide comme ça. Mais il y a eu une manche de qualification olympique qui a eu lieu à La Réunion. Et on a assisté à cette démonstration de kayak cross. Ça a été super. Et c'est vraiment, je pense, c'est ce qui va donner un peu le côté fun aussi, peut-être, pour l'avenir du kayak. Plus accessible. Alors, plus accessible. Ouais. On va dire, Audrey, ouais. Est-ce que du coup, du côté du public ou le retour des dirigeants que vous avez pu croiser, ils se disent, va y avoir un nouveau, parce que, somme toute, la discipline, c'est pas donné à tout le monde d'aller faire du kayak quand on habite loin d'un cours d'eau. Ça va être, c'est le défi aussi, j'imagine, pour ces fédérations. Et le site va peut-être s'y prêter plus que jamais. Oui, et puis pour en revenir au kayak cross, cette pente est tellement impressionnante, qu'elle soit remontée ou redescendue. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y avait des visites, que ce soit des collèges, des lycées ou les enfants, voire les séminaires, c'est un vrai mystère cette pente. Donc c'est vrai que il faut jouer là-dessus. C'est de la descente. C'est de la descente. Non, on va mettre Christine en haut, on va la pousser. Ah non. Ouais. Attendez, avant de m'y mettre, il va falloir courir vite. Il va falloir me passer sur le corps, attention. C'est ça, exactement. Et puis maintenant, je connais la directrice et puis je peux vous dire que ça va pas se passer comme ça. Vous n'allez pas la jeter de la pente comme ça. Non. On te jettera avec. Mais dites alors. Alors là. Et Audrey. On met au défi. Audrey, est-ce que vous avez pu essayer? Est-ce qu'ils vous ont fait faire une petite démonstration parce qu'il faut tester le produit qu'on vend quelque part? Mais oui, bien sûr. Non, impensable. Jamais personne va mettre là-dedans. Après, et encore moins dans un bateau. Et encore moins dans un bateau où je sais même pas comment j'arrive à rentrer dedans sans me retourner. J'avais juste oublié que Audrey est championne de lutte, donc personne ne va pouvoir la mettre dedans. Oui, en plus. En plus. Vous avez intérêt à courir très très vite. Allez, on fait un petit point match parce que ça se précise aussi. En tous les cas, les choses bougent du côté du parquet de Bercy pour nos basketteurs français. Ouais, troisième quart-temps, 8 minutes à jouer encore dans ce troisième quart-temps. Et ça y est, l'équipe de France est repassée devant, 3 points à l'instant de Nicolas Batum, l'expérimenté Nico Batum, qui permet à l'équipe de France de mener 36-35, mais peut-être l'égalisation. Non, il bute encore une fois les Allemands qui sont beaucoup moins en réussite. Il faut en profiter pour les hommes de Vincent Collet parce que c'est peut-être le tournant du match, ce troisième quart-temps où l'équipe de France est mieux et beaucoup mieux. Et les coéquipiers de Victor Wembanyama arrivent à trouver des solutions dans la défense allemande. On rappelle l'équipe de France qui joue une place en finale olympique face aux champions du monde allemand. Et à l'instant, le dunk de Yabusele qui permet à l'équipe de France de mener 38-5. Ils sont déchaînés, nos Français, du côté de Bercy. C'est marrant parce que l'image avec ce parquet, on dirait un jeu vidéo. Pardonnez-moi, on dirait on joue avec des jeux vidéo. Non, on dirait un peu le jeu de NBA, NBA 2K. Qui tient les manettes alors? C'est nous. C'est Vincent Collet là pour l'instant. C'est Vincent Collet qui tient ça avec son équipe. Bon, on souhaite que les Français effectivement rejoignent les autres, les copains du volley, les filles du hand, et il y a les filles du basket également. On l'espère pour elles, qui vont rejoindre le dernier carré c'est de la dernière marche de ce tournoi olympique. Il reste là, on est dans la troisième quart-temps, hein, c'est ça Troisième quart-temps, il reste 7 minutes 40 à tenir. Bon. Et l'équipe de France qui était 40 partout, égalisation de l'Allemagne, mais on est bien. Bon, on va essayer de joindre Clément Harion qui lui doit être perdu dans la foule du côté du stade du Club France, parce qu'on essaye de le joindre pour voir un peu quelle est la température après cette qualification des Françaises. Ça a dû exulter du côté du stade pour pouvoir revenir. On va dans un instant faire le débat avec vous. En tous les cas, on va revenir sur cette petite phrase. Alors, on l'a noté comme ça ce matin en préparant cette émission avec Antoine sur les mots de Thierry Henry, le coach de l'équipe de France olympique de football. Il dit: on a visualisé la médaille d'or. Autrement dit, c'est notre objectif suprême. Encore faut-il se fixer cet objectif. Est-ce qu'il suffit simplement de visualiser une médaille d'or pour l'atteindre? La réponse est évidemment non, mais il y a toutes les questions derrière sur la préparation que vous avez connue, vous les vraies voix des JO, pour arriver à des titres de champion du monde, de champion d'Europe, des titres olympiques. Tout ça, c'est important. C'est une espèce on va essayer de comprendre la mécanique que vous avez aussi de votre côté.
côté. Antoine, le côté pile et le côté face, me dit-on dans l'oreillette. On peut faire un petit côté pile et un petit côté face. Le temps de retrouver notre cher Clément Arion. Ouais, on va parler de la garde républicaine qui a encore fait parler d'elle hier plutôt, après avoir collaboré avec Aya Nakamura lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. La garde républicaine française revient cette fois-ci avec la reprise de cette chanson, Free From Desire. On dirait une fanfare. Mais c'est la garde républicaine. Exactement. Tout à l'heure, Julien, notre réalisateur, me disait mais c'est la banda que je croise au stade tous les week-ends. Non, c'était bien devant le Sacré-Cœur à Montmartre, un lieu magnifique pour le plus grand bonheur des touristes. Donc cette garde républicaine qui, ça y est, fait parler d'elle et qui anime un petit peu ces Jeux Olympiques. Ouais. Autre pile ou côté face ? Cette fois-ci, c'était plus une frayeur. C'est hier soir pour le volleyeur de l'équipe de France, Antoine Brizard. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé à Antoine Brizard ? C'était avant le match. Quelques minutes avant le coup d'envoi, le passeur des Bleus s'est fait une peur. À cause de quoi ? Parce que avant de rentrer sur le terrain, il fallait se recoiffer. Donc, son pot de gel, qui était en fin de vie, ne voulait pas s'ouvrir. Résultat, le passeur français s'est ouvert un doigt, l'index au niveau de la main droite. Il raconte une vraie belle entaille. Il dit même, j'ai flippé un peu, j'étais énervé, j'ai transpiré comme un fou, je ne me voyais même pas jouer. Et au final, il a réussi à jouer brillamment. Il a permis aussi à l'équipe de France de participer à ce succès contre l'Italie, victoire 3-0 pour se qualifier en finale olympique. Ouais, comme quoi. La coupe de cheveux. Vous aviez des trucs fétiches pour vos cheveux tous ? Moi, je me les coupais, je me les rasais parce que je voulais pas les avoir dans les yeux, moi. La question qui tue. Pareil. Parce qu'en acrobatie, quand tu fais des saltos, si t'as les cheveux un peu longs, ça tape dans les yeux. Enfin, faut s'imaginer quand même qu'on prend 3 jeux au démarrage, donc un petit cheveu, ça peut te faire mal à l'œil. Ouais. Et nous, sous le casque, on les voit pas. Ouais, c'est ça. Comme quoi, il n'y a pas que les problèmes. Il n'y a pas que les filles qui ont des problèmes avec leurs cheveux et qui ont des fixos. Et surtout, il a les cheveux longs. Antoine Brizard, il a une couette, donc non, mais il y a des coupes de cheveux là sur ce tournoi olympique chez les athlètes et tout, absolument spectaculaire. Donc effectivement, c'est un vrai sujet d'image. Petit côté pile, mais surtout petit point sur le basket. Oui, l'équipe de France qui mène 45 à 42. Là, ça y est, ils sont déchaînés 12-9 dans ce troisième quart-temps. Il reste 6 minutes à jouer. On sent que le match devient un peu plus haché parce que forcément chaque possession est importante. Et l'équipe de France qui fait la course en tête maintenant, mais seulement 3 points d'avance. Et on le sait, au basket, 3 points c'est tout, mais à la fois 3 points c'est rien. Et voilà l'égalisation de l'équipe allemande à 3 points également. Et en feu, ce numéro 7 allemand, 3 points une nouvelle fois, 45-45. Et la France qui va avoir une nouvelle possession à venir. Ouais, c'est important. Antoine, il nous fait du zazie. 1 point c'est tout, 1 point c'est rien. Normalement, c'est ça la chanson, non ? Ou Fabien Galtier également. Après la défaite face à l'Afrique du Sud. 1 point c'est tout, 1 point c'est rien. Ouais. Mais c'est vrai. Le philosophe Fabien Galtier. C'est méchant. On s'arrête un court instant ou pas ? Qu'est-ce qu'on fait, la régie ? Oui, on fait une petite pause, bien sûr, et on va ouvrir notre dernier débat. On va essayer d'avoir notre ami Clément Arion, qui est déjà perdu, qui est noyé dans la foule, visiblement. Il a des abonnés absents. Bon, on va réussir à la joindre dans un instant, et on se retrouve avec vous, mes chers Vrais-Voix, ce soir sur Sud Radio. Daniel Sangouma, Pascal Eouzan, Jean-Luc Crétier. On était tout à l'heure avec Muriel Hermine, mais on est aussi avec Audrey Prieto-Rodriguez. Nouvelle Vraie-Voix. Ce soir, on est ravis de l'accueillir, ancienne championne du monde de lutte, et c'est la grande chef. Si vous allez du côté du bassin olympique pour les épreuves de canoë qui ont encore lieu tout au long du week-end, tout ce qui est nage en eau vive, tout ça du côté de Vers-sur-Marne, eh ben c'est elle la chef, et vous pouvez arriver en disant je la connais parce qu'elle était dans les Vraies Voix sur Sud Radio. Allez, à tout de suite. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h, Christine Bouillot. Et en compagnie de nos vraies voix des JO, ce soir, les membres du collectif des championnes et champions français, Daniel Sangouma, Pascal Eouzan, Jean-Luc Crétier, Audrey Prieto-Rodriguez, Antoine Mazer. On a toujours un œil sur ce match de basket, mais je voulais revenir avec vous sur la petite phrase. En tous les cas, ce qu'a expliqué ce matin dans les colonnes, je crois, de l'équipe, ou je ne sais plus dans quel journal je l'ai lu, le coach de l'équipe de France de football, l'équipe de France olympique, Thierry Henry, qui a eu autant de mal à constituer son équipe quand même. Ça, c'est un vrai sujet. Est-ce que le foot est un sport olympique? C'est un autre sujet. Il dit, on a visualisé la médaille d'or pour l'atteindre. Alors ça, c'est ce qu'on dit quand on est dans le dernier quart, évidemment. Mais moi, j'avais envie de vous entendre, et que nos auditeurs en profitent aussi, sur la mécanique de précision qu'un athlète de haut niveau pour justement réussir sa performance à travers cette, on va dire, visualisation. C'est un objectif, mais tout ce qui se passe avant, est-ce que tout ça, ça fait partie, cette pyramide de travail, de doute, les blessures, les échecs, les efforts, la douleur,
douleur qu'on est capable d'accepter. Alors, président, vous êtes à côté de moi, du collectif des championnes et champions français. Est-ce que la visualisation de cette médaille d'or est un facteur déterminant quand on décide de se lancer comme ça dans une aventure olympique, quand on devient athlète de très haut niveau? Oui, enfin pour moi de toute manière, je suis complètement d'accord avec ça. Je crois que d'abord pour avoir une médaille, il faut la rêver pour l'obtenir. C'est d'abord un rêve. Il faut pas avoir peur. Alors moi en l'occurrence, quand j'étais gymnaste pendant 10 ans, j'étais pas un bon gymnaste. J'avais pas un profil pour être en équipe de France parce que j'étais très faible aux arçons et aux barres parallèles. Donc à l'époque, il fallait faire les 6 agrès, donc je pouvais pas. Quand j'ai découvert le tumbling, j'étais très fort au sol en gymnastique. J'ai tout de suite compris que je pouvais être. J'ai regardé le champion du monde en titre, en vidéo, et je lui dis, il a fait champion du monde combien de fois, lui? 2? Je serais 3 fois. Donc, je suis passé pour un prétentieux parce que je démarrais l'activité. Oui, c'est une question que j'allais vous poser. Ouais. Est-ce que ça fait pas un peu sûr de lui? Quand vous avez trouvé votre chemin et quand vous êtes persuadé que vous êtes fait pour ça, je pense qu'à un moment donné, il faut s'affirmer. Et puis, encore une fois, si vous n'imaginez pas d'être premier, vous pouvez pas l'être. C'est rarissime d'arriver à une compète en disant, tiens, je fais partie des 6 et je vais être champion. Il faut d'abord dire je vais être champion pour faire partie des 6 et puis à la rigueur, au pire, on est 2, 3. Mais si on n'a pas imaginé, parce qu'il y a la pression qui vient avec, à un moment donné, le dernier passage, alors chez nous, dernier passage, la dernière série, quand le titre et la médaille elle est au bout, il faut l'avoir imaginé pour essayer de la gagner, parce que sinon ça fait peur. Ça fait peur. Donc voilà. Et je pense que Jean-Luc, lui, alors peut-être pas, mais c'est la course. Lui, il doit imaginer la course parfaite. Vas-y. Ouais. Qu'est-ce qu'on visualise, Jean-Luc Crétier, quand on est en haut de la piste pour décrocher la médaille d'or à Nagano? Par rapport à votre technique, vous essayez de visualiser sur un passage délicat, notamment la meilleure possibilité que vous avez de vous exprimer pour aller le plus vite en bas. Après, la médaille, c'est une résultante. Derrière, vous avez un savoir-faire, vous avez des phases d'entraînement qui vous permettent d'améliorer vos lacunes. Et derrière, vous avez toujours ce point de mire qui est la résultante, qui est la médaille, qui est un titre de champion du monde, qui est au champion d'Europe. C'est vraiment, comment dire, les deux sont indissociables, si je puis dire. Vous avez des phases de doute où vous dites il faut que je reprenne à 0 pour arriver à la résultante, et puis vous avez des phases où vous êtes véritablement très fort et vous dites la résultante elle est là devant et il faut que j'aille la chercher. Et donc c'est vraiment les deux sont indissociables pour moi. C'est ce rêve qui met toute la programmation en place. Alors j'ai posé la question à Audrey parce que de l'affirmer, Pascal disait ça peut paraître prétentieux, mais est-ce que ça permet aussi de poser des mots sur une ambition? C'est surtout très tabou en fait, c'est surtout très français. Enfin, en plus, ça dépend encore plus des disciplines, hein, parce que ça dépend aussi de la mentalité, de l'état d'esprit de la discipline. Mais être ambitieux, c'est peut-être pas seulement dans les actes, mais aussi c'est dans ce qu'on visualise, dans ce qu'on ambitionne, dans ce qu'on parle. Et moi, je suis pas du tout, ça me choque pas. Pour moi, être ambitieux, c'est pas mal, c'est pas avoir la grosse tête ou voilà. Je pense qu'il le faut. Voilà. Donc je pense qu'il faut aussi dédramatiser un petit peu quand un athlète de haut niveau est dans la performance de haut niveau. À un moment donné, il doit plus que se visualiser. Donc voilà, faut aussi changer un peu les mentalités. Je pense c'est typique de nous quoi. Ça paraît tout de suite grosse tête alors que pas du tout en fait. Alors, moi ça. C'est sportif. Les sportifs, c'est ça, on est ambitieux, on a la rage, et des fois, ça peut peut-être paraître hautain, mais c'est pas du tout, c'est qu'on a besoin de ça pour avancer. C'est tellement dur qu'on a besoin de ça pour avancer. Et donc, si on se dit pas dans la tête, moi, quand je suis arrivée en équipe de France et que je voyais ces grandes championnes qui étaient pour moi des rôles modèles, c'était des exemples. Quand je suis arrivée, j'étais la serpillière des championnes. C'est moi qui lavais le tapis, elle me faisait des allers-retours, etc. Mais quand je repartais, mon rêve, c'était pas de devenir une serpillière. Mon rêve, c'était d'être à leur place. Et donc, voilà. Donc, moi, dans ma tête, je me le disais et je le disais aux entraîneurs et je le disais aussi autour de moi et c'était surtout pas hautain. C'est que c'était des exemples pour moi. Et quand on me disait, tu veux être quoi? Moi, je veux être elle, en fait. Je veux devenir titulaire. Je ne veux pas rester sur le banc de touche. Et ça peut paraître hautain aussi, mais si j'avais pas cet objectif, je pense que j'aurais pas réussi à visualiser, et ce qui veut dire derrière, tout le travail. Alors pour être championne, je vais faire comme elle, sauf que je vais le faire 2 fois plus. Et après, quand on va dans les pays étrangers, on a d'autres exemples. On a les championnes russes, on a les Suédoises, les Japonaises,
Et là, on se dit, ok, bah là, je vais prendre ça. On est des éponges. Ouais. Je vais prendre, et je le ferai 2 fois plus. Daniel. Ce qui passe effectivement en France pour peut-être un peu de l'attitude hautaine ou de quelque chose d'un peu voilà, je me la pète entre guillemets. Effectivement, à l'étranger notamment, et moi je l'ai vécu dans le pays du show et de la persuasion, l'auto-persuasion qui est les États-Unis. J'ai voulu voir ce que ça voulait dire d'être au contact vraiment des Américains pour voir s'ils avaient vraiment quelque chose de plus que nous. Mais en fait, ce plus-là, c'est ça. C'est cette confiance, c'est cette visualisation qu'ils font en permanence. C'est l'intériorisation qu'ils font de leurs disciplines. C'est vraiment l'appropriation de leur, d'eux-mêmes dans l'exécution de leurs gestes, dans l'exécution de leur discipline. Et ça a été vraiment une découverte pour moi, parce que quand j'étais à l'INSEP et qu'on me parlait de préparation mentale, etc., ça me parlait pas trop, quoi. J'avais plus peur qu'on s'accapare mon cerveau entre guillemets qu'autre chose. Or, c'était pas ça du tout. Moi, j'avais rencontré Corey Tarpening, qui est un sauteur à la perche américain, et dans toutes ces séances. Après ces séances, il me disait, moi, tu sais, quand je rentre à la maison, je me pose 2 minutes, je prends mon petit cahier et je note tout ce que j'ai fait dans la journée pour arriver à mes entraînements, etc. Et donc, je comprenais pas sur le coup pourquoi il me racontait tout ça. En fait, c'était son guide. C'était son guide. On a cette sauteuse en hauteur australienne qui fait 2e au jeu là de Paris, qui après chaque saut, elle prend son calepin et elle note. Son carnet intime même, c'est un carnet intime. Voilà, c'est un carnet intime. Et elle note à la fois des sensations sportives, mais aussi des choses plus spirituelles, ce qui se passe par la tête, etc. Bon, la Bible aussi. Voilà, la Bible, elle cite les versets de la Bible. Tout ça pour dire que, oui, cette préparation, cette visualisation mentale, c'est primordial aujourd'hui. Si on fait pas ça, on passe à côté de quelque chose, c'est évident. Pascal. Ah oui, et puis selon les cultures, c'est étonnant aussi, la différence. Enfin, excuse-moi Pascal, mais pour te rejoindre, au Japon, les filles, juste à l'échauffement, elles s'échauffaient en scandant des... Je sais pas ce que c'était, mais c'était des chansons à l'échauffement, c'était Ike, 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 pendant qu'elles couraient. Et nous, les Français, on avait tendance à se cacher, en fait, limite. C'est-à-dire, on était très discrets, fallait pas bouger, il faut pas parler trop fort. Nous, on est discrets, on est un peu chic. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais on avait toujours peur d'être démonstratif. Les Américains, c'est dès le débriefing, c'est des phrases percutantes, c'est des phrases qui rentrent dans ton cerveau, qui restent, mais c'est des phrases de confiance, c'est des phrases de détermination. C'est incroyable. Et nous, c'est ça. Mais ça ne suffit pas non plus parce qu'il y a tout le travail qui est derrière, pardonnez-moi. Mais c'est évident, c'est évident. Alors là, on parle de médailles, mais moi, juste pour anecdote, quand j'étais après mon 2e titre de champion du monde, 15 jours après, j'ai un accident grave, je me pète le bassin, les 2 jambes, le fémur net, le genou explosé, etc. Mon chirurgien, il me dit, en Allemagne de l'Est, il me dit, vous savez, vous, le sport pour vous, c'est fini. Et moi, je lui ai dit, mais non, attendez, je vais revenir. Et je savais même pas si j'avais les 2 genoux pétés ou pas. Et ça, si j'avais pas eu cette croyance, je serais jamais revenu. Et donc, je pense que l'objectif de la médaille, c'est la même chose. En fait, bien souvent, on est même les seuls à y croire. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de détracteurs. Mais attends, tu te rends pas compte, toi, tu vas pas y arriver. Et en fait, quand on y croit jusqu'au bout, c'est comme ça que ça arrive, quoi. Et pour revenir sur les Américains, parce que je crois qu'ils sont pareils partout dans tous les sports. Les Américains, ils vous respectent. Quand vous êtes plus prétentieux qu'eux, quasiment, ils vous regardent en vous disant je vais te la faire à l'envers, et quand vous le regardez en disant non, c'est moi qui vais te la faire à l'envers, c'est là qu'ils commencent à vous respecter. Et pourtant, ils nous trouvent prétentieux, donc c'est assez rigolo. Je fais juste une aparté. Antoine Mazère, on en est où du basket là ? C'est la fin du 3e quart-temps à l'instant. L'équipe de France qui mène de 6 points face aux champions du monde allemand, demi-finale du tournoi olympique de basket. 56-50, on leur a mis 23-17 dans ce 3e quart-temps. Les Bleus qui ont fait la différence et qui vont devoir tenir pour ce dernier quart-temps et espérer aller décrocher une finale olympique contre sûrement Team USA. Ça serait la finale de rêve. Génial. Ça serait magique du côté de Beth. Et si on pouvait les battre. Ça va être dur déjà finir le match face aux Allemands, parce que Denis Schroeder est en train de faire aussi un gros match, 15 points pour le joueur allemand, mais en face Isaiah Cordigné 14 points, Gerson Yabusele 15 points. Sont en train de, pour l'instant, porter l'équipe de France. Et Evan Fournier est rentré il y a quelques minutes là aussi pour tenir sur cette fin de match. Lui aussi, il peut apporter son expérience, lui qui a quand même, on le rappelle, on le soulignait, fait un énorme quart de finale face au Canada.
et toute l'équipe, tout ce groupe, pas de polémique pour Evan Fournier qui est bien présent. Ouais, ça serait formidable que effectivement cette finale olympique puisse être disputée par l'équipe de France. Ça serait surtout un changement complet de physionomie entre la préparation qui a été complètement loupée, aucune victoire, une phase de poule un peu plus douteuse avec des polémiques un peu par médias interposés. Et depuis ce match face au Canada il y a 2 jours, cette victoire face au Canada qui était favori pour la finale, ça a tout changé pour les hommes de Vincent Collet qui là sont en train pour l'instant de s'offrir un sacré client, les champions du monde allemands en titre, mais seulement 6 points d'avance. Petite question, ils n'ont pas là, les Français la même couleur, à peu près la même tenue que la première Dream Team américaine là Tu parles alors là, pas tout à fait. C'était pas comme ça leur tenue. Non. C'est pas tout à fait comme ça. Il y avait des étoiles sur la première Dream Team. Là, il manque les étoiles. Mais ça n'empêche pas nos Français de rêver. Elles vont venir. Elles vont arriver. Exactement. Et en plus, il joue vraiment super décontracté. C'est vraiment plaisant à regarder. On sent pas de pression. Ouais, excusez-moi. Non, mais quand on est fan de sport, on est fan de sport jusqu'au bout. Et puis il faut se dire une chose sur ce que vient de dire Antoine, c'est que, et on en a la preuve ici, la préparation, ça reste la préparation. Donc tirons pas de plan sur la comète avec une préparation bien faite ou mal faite. Bien entendu, c'est plus agréable quand c'est bien fait, mais c'est pas pour autant qu'en gagnant tous les matchs de préparation qu'on gagne un championnat. Et loin de là. Non, c'est bien souvent le contraire. C'est exactement ce que j'allais dire, Jean-Luc. C'est que souvent, quand ça se passe pas bien en préparation, on veut pas se blesser déjà en préparation. On prend peut-être pas tous les risques. On essaie de. Mais c'est toujours l'histoire de la confiance. Alors la confiance, quand on fait un sport individuel, c'est une chose, mais c'est sans doute tout petit peu plus complexe à instiller dans un collectif. Il faut que tout le monde soit au diapason et que personne ne doute. D'ailleurs, c'est la réflexion quand Thierry Henry... Devant votre micro, mon cher Pascal. Quand Thierry Henry dit on a visualisé la médaille d'or, c'est la question que je m'étais posée. Est-ce que c'est lui qui l'a visualisé en tant qu'entraîneur ou parce que moi je pense que c'est toute l'équipe qui doit la visualiser ensemble. Il l'a visualisé, il l'explique et ensuite il a expliqué au reste du groupe, enfin à ses joueurs, qu'il y avait la possibilité d'aller chercher la médaille, de leur rentrer dans l'esprit que cette médaille d'or était tout à fait à leur portée. En tous les cas, c'était parmi les objectifs. Comme il est ambitieux, il transmet cette ambition-là. C'est ce qu'on disait avec Audrey, Jean-Luc, Daniel et Pascal Ouzan, c'est de transmettre cette ambition. C'est le fameux I have a dream. Exactement. Bon, mes chers Vrais-Voix, on arrive au terme de cette émission. Mais on peut continuer. On peut tout jusqu'au bout de la nuit, c'est ça. Moi, je vous embrasse à ceux qui ne reviendront pas demain pour la Der des Der. Il y en a qui partent en vacances ce soir, et tant mieux, mais ça va être un gros week-end encore de sport, de médailles, une cérémonie de clôture aussi que l'on annonce spectaculaire. À voir. Jean-Luc Crétier, à bientôt. Oui. Merci Christine. Moi j'avais un petit message à vous passer. J'ai que des retours super sympas par rapport à l'émission. Moi c'était un immense bonheur. C'est une grande nouveauté de nous faire intervenir à tour de rôle et c'est très intéressant. C'est même quand on est dans la voiture qu'on peut pas être à votre micro, c'est un régal de vous écouter. Merci beaucoup. En tous les cas, nous on a eu un immense plaisir à vous avoir. C'est pas terminé. On réfléchit pour